Parlons justement de ce sujet ce matin. La convention de concession a été signée le 19 janvier 1999 pour une durée de 30 années. La reprise de l'activité ferroviaire est effective depuis le 1er avril 1999. Cette convention concède à Camrail l'exploitation technique et commerciale des services de transport ferroviaire, la maintenance, le renouvellement, l'aménagement et l'exploitation des infrastructures ferroviaires, la gestion courante du domaine ferroviaire. La convention de concession a connu un premier avenant en 2005, puis complété par l'avenant numéro 2 signé le 4 novembre 2008 qui consacre des investissements destinés à l'acquisition du matériel roulant et à la modernisation des infrastructures et le matériel roulant. Cet avenant prévoit sur la période 2009-2020, et il faut préciser, nous sommes en 2020, des investissements de l'ordre de 230 milliards de francs CFA, dont 158 milliards à la charge du concessionnaire. Est-ce que cela s'est fait? C'est encore une autre interrogation. À ce titre, de locomotives, on nous a fait avoir deux locomotives, il faut le dire, j'y arrive, 9 de type CCC 3300 avaient été d'ailleurs mises en service le 20 avril 2010 et 6 nouvelles locomotives CC 2500 ont été réceptionnées en 2012. Précisons également que l'entretien de la voie ferrée, propriété de l'État, était confié à la Citrafer de 2001 à 2010. Plusieurs problèmes à la Citrafer, non-paiement des employés, etc. ont amené la Camrail à favoriser l'ouverture à la concurrence. L'entretien des voies et surtout est aujourd'hui assuré par 4 entreprises sous-traitances de Camrail, SCIN, Socarima, Nasmo et Citrafer. Le 21 octobre 2016 à 13h30, près de la gare d'Ezeka, sur la ligne de Douala-Yaoundé au Cameroun, un déraillement du train 152 de fabrication chinoise occasionne le décès de 79 personnes. Ça, c'est ce qu'on dit officiellement, parce que nous étions d'ailleurs sur le plateau ce jour-là lorsque l'événement s'était déroulé. Des blessures à 151 personnes. La vitesse et la surcharge du train pourraient être, il faut le dire, à l'origine du drame. On attend toujours d'ailleurs les conclusions de l'enquête. À la suite de l'accident, l'Intercity ne circule plus. Les voitures chinoises ont été écartées par le gouvernement camerounais pour compenser ces matériels déclarés inaptes. L'achat de 5 autorails Stradler et de 25 voitures voyageurs était en négociation. Les autorails pourraient d'ailleurs relier Douala-Yaoundé en 2 heures une fois la voie modernisée en remplacement de l'Intercity. On ne va pas également oublier que depuis, il faut le dire, l'ouverture à la concession à Camrail, plusieurs gares ont été fermées, ce qui a, il faut le dire, provoquer l'exode rural de ces personnes qui vivaient d'ailleurs dans ces villages où passait le train, et d'ailleurs certains vivaient justement de la gare et surtout du train qui passait par les régions. Plusieurs, il faut le dire, gares ont été fermées. Hier, il faut également le dire, on nous a fait comprendre que dès lundi 3 août 2020, eh bien, de nouvelles choses vont commencer du côté des Camrail et que certaines gares également seront réouvertes. Messieurs, voilà dans quoi nous nous trouvons. Président Bandakani, je veux d'abord prendre votre réaction. Nous sommes, il faut le dire, déjà dans la 21e année après la concession. Mon cher Jocelyn Goss, nous sommes en face du même personnage, Monsieur Vincent Bolloré, mais avec adossé sur son état dans l'état. Le principe de la privatisation est fondé sur le fait que sur un constat idéologique, oui, entre guillemets, scientifique et rationnel, tout ce que vous voulez, que l'État c'est un mauvais gestionnaire. L'État a failli, il ne peut pas gérer les chemins de fer, il faut appeler un messie qu'on appelle un gestionnaire privé ou un concessionnaire. Et on a amené M. Bolloré, en l'occurrence. Il était donc question qui gagne de l'argent. Mais comme c'est un service public, il va le gagner sur un temps long. C'est pour ça que les concessions durent. Mais en retour, il va faire 1000 fois mieux que l'SVJ FECAM, pour parler terre à terre, pour que les gens le comprennent. Il doit, en matière de performance technique, il doit moderniser l'outil, c'est le gros mot, il doit rénover, moderniser l'outil. Il doit garantir un minimum de services sociaux, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que dans les avenants, les choses sont claires. Oui. Au volet social, c'est-à-dire le transport voyageur. Le transport voyageur, oui. Il doit, n'est-ce pas, donc garantir le minimum de services publics en même temps qu'il fait du transfert de technologie, une plus-value technique qu'il apporte au pays contre l'argent qu'il gagne.
C'est ça le principe qu'on nous a raconté. Oh, l'Algérie fait quand même fait faillite, il n'y avait plus rien là-bas, tout ça. C'est ce que nous disaient les turiféraires de privatisation, que c'était une faillite totale, après 2 contrats de performance, n'est-ce pas, qui ont échoué, n'est-ce pas. Donc on n'avait pas le choix, il fallait privatiser. Sinon on ne devait plus avoir de régie faire cap. Alors M. Bolloré a pris l'affaire. Qu'est-ce qu'on observe, mon cher Bosch? Calamité politique. Vous avez crime contre l'humanité, sur le plan politique, crime économique, escroquerie généralisée, pillage du Cameroun. De 2007 à 2010, prenons comme ça, vous avez un cycle d'accidents. On connaît tout dit, Obobogo, on connaît, je crois, Malondor, tout ça. Un cycle d'accidents qui tire la sonnette d'alarme pour dire que, mais, attends, on a affaire à quoi là? Ce type-là qui a pris notre chemin de fer là, mais il fait même quoi là-bas? Et pour le cas particulier des Toudi, de Obobogo, il y a un rapport, c'est-à-dire le gouvernement a instruit une commission d'enquête. Et les policiers font leur rapport. Moi, je vous dis ce que les policiers nous disent, mon cher ami. Ça vous donne une idée, nous disent à l'époque. Alors, les policiers disent ceci, le rapport officiel, conclusion de la commission d'enquête. L'amortissement et le défaut d'entretien de la voie ferrée, l'obsolescence des équipements, la vétusté du matériel, la démobilisation des employés et les négligences gravissimes en matière de sûreté et de sécurité incendie sont à l'origine de l'incendie. De l'accident. Oui. Ça, c'est un rapport. C'est-à-dire que c'est les conclusions de l'enquête policière instruite par le gouvernement du Cameroun à la faveur de l'accident de Bobogo à l'époque, qui avait fait des dégâts terribles à l'époque. Ça, c'est la police qui le dit. Donc, de 2007 à 2010, une série d'accidents extraordinaires qui tous ont pour origine que le monsieur s'en fout. Il n'investit aucun franc dans l'entretien. Je ne vais pas dire la modernisation du matériel, de l'infrastructure, c'est trop lui demander. Il n'investit rien du tout. Oui. Rien du tout. Ce qui l'intéresse, c'est de se faire de l'argent avec le transport marchandise. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que, globalement, c'est les perspectives du pipeline Tchad-Cameroun qui sont à l'origine même pratiquement de cette privatisation. C'est-à-dire que quand Bolloré lorgne notre chemin de fer, c'est parce qu'il voit qu'avec le pipeline, il va gagner beaucoup d'argent. Donc du coup, le gars dans sa tête, tout ce qu'on raconte là, c'est pour vous, il s'en fiche pas mal. Et il transporte des marchandises, il s'en fout du volet justement social, le transport des voyageurs. Donc, cette indifférence, cette irresponsabilité, cette démission, ce refus d'investir pour gagner de l'argent, va donc créer un cycle d'accidents. Je viens de vous dire, c'est pratiquement 4 ans qui démontrent en soi que le rail était devenu un danger pour notre pays. On n'a tiré aucune conclusion. C'est que alors tout ça, cet enchaînement de causes à effet, débouche donc sur ce que j'appelle le crime contre l'humanité, l'accident de DEA. Le drame des ECA. Le drame des ECA, sans commentaire. Où il est établi, et là il faut le dire, il y a une commission d'enquête, imposée par le président, qui a remis son rapport. Je pense qu'on est en mai 2017, je crois. Le président va rendre public les conclusions de l'enquête. Les responsabilités de M. Bolloré sont établies clairement. C'est-à-dire que ça a été organisé sciemment. Et moi, j'ai des éléments. Maintenant, il y a des éléments. On sait, ça a été organisé. C'est-à-dire, le drame des ECA, cette catastrophe a été organisée. Mais ce n'est pas possible. Non seulement, vous n'investissez rien, on vous a transféré le truc, parce que dans la convention, il était question que l'État transfère, n'est-ce pas, les infrastructures de l'Est-RGFM, n'est-ce pas, à M. Bolloré. On lui a transféré tout ça. Non seulement, il n'investit pas en matière d'entretien, il n'investit aucun franc en matière de modernisation. Tout à l'heure, vous avez évoqué les chiffres. Il n'a rien fait pratiquement. Mais non seulement, il démantèle le rail, il les vend. Des lignes de rail sont démantelées et vendues. Ne parlons pas en l'air là. C'est-à-dire que les rails qui relayaient au Télé et Mbalmayo ont été supprimés. Ils ont été vendus. On l'a aussi fait pour le relais Gaoundéré Belabo. Donc nous donnons les trucs. C'est-à-dire qu'on démantèle, non seulement on vend, parce qu'on s'en fout carrément, n'est-ce pas? Tout son problème, c'est de faire, c'est de ramasser de l'argent et tout. Ça aboutit. Voilà le monsieur à qui on donne une entreprise pour faire des services publics,
mais il tue les Camerounais. De manière illégaliste, c'est-à-dire il tue les Camerounais. Donc normalement, ce sera attendu qu'on le chasse immédiatement du Cameroun. Je dis immédiatement. Mais il est encore là jusqu'à aujourd'hui. Et il veut continuer la concession. Il veut qu'on la renouvelle. Mais il y a plus grave que ça. Non seulement ce monsieur n'investit pratiquement rien en matière de rénovation, en matière de modernisation de l'infrastructure. Non seulement la gestion des employés, c'est une catastrophe. Les employés, c'est une catastrophe. Non seulement la réputation du Cameroun, parce qu'on avait l'un des meilleurs ateliers ferroviaires d'Afrique. Le meilleur, reconnu en matière de performance. Cet atelier est complètement démantelé. En plus, vous savez ce qu'il fait? Il se sert de ces entreprises-là pour se substituer à la douane camerounaise. Je ne sais pas si vous comprenez là. Oui. De 1999 à pratiquement 2010, M. Bolloré partait par un système de mafia à la douane, n'est-ce pas? A dit que, en ce qui concerne ses affaires, Camrail, port et comme ça, c'est lui, il a remplacé le service de la douane. Attends, ils ont mis sur pied un système à l'époque, c'est ça qui avait débouché sur un scandale. C'est l'une des raisons de la fuite entre guillemets de M. Simi Meignet. Vous avez un des plus grands prestataires en la matière du Cameroun, c'est un François Chakwi, qui va mourir devant le TCS, en plein TCS, il meurt, on ne sait pas pourquoi, parce que ce monsieur enquêtait sur justement le trafic, n'est-ce pas, du groupe Bolloré à la douane. Trafic qui a été publié par Mediapart, février 2020, par Fanny Pinjot, publié. Les fraudes là, tout ce trafic, ce qu'on appelle les acquis caution, c'est-à-dire des tarifs spéciaux douaniers, des tarifs douaniers spéciaux, n'est-ce pas? Les chiffres en jeu montent, c'est-à-dire équivalent le budget du Cameroun. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, on vous comprend parfaitement. Le budget du Cameroun. Donc voilà le bilan de cette privatisation, à l'heure où nous parlons. Le Cameroun n'a rien gagné en matière de rénovation et de modernisation de l'infrastructure. Non seulement même le patrimoine du pays qui avait été transféré à ce monsieur a été bradé, liquidé et bradé. La valorisation du personnel au calendrier grec, la dimension sociale, transport voyageur, pour laquelle il avait une convention tellement avantageuse qu'il a dit à l'État du Cameroun, n'est-ce pas? Il ne respecte rien du tout à travers l'entreprise Mobirail, qui avait été créée pour gérer le volet voyageur, et sur donc, convention dans laquelle l'État du Cameroun a été escroqué, largement escroqué, n'est-ce pas, le volet voyageur mis de côté, mais en plus, ce monsieur, il a tué les Camerounais, il a organisé un trafic en douane, n'est-ce pas, qui monte après le budget du Cameroun, tout ça dans sa poche, au point où tous ceux qui ont mis dans cette affaire, l'affaire de ce trafic en douane là, cette affaire. Je veux dire qu'il y a quelqu'un qui est mort. Parce que je ne sais pas comment il est mort. C'est M. Chakwi. Le ministre Lazare Simeye a fui dans les entre guillemets, a disparu du Cameroun et s'est retrouvé aux États-Unis. Donc tous ceux qui avaient mis cette affaire-là, soit sont morts, soit étaient obligés de fuir le pays. À cause de ce que M. Bolloré constitue un État dans l'État. Donc voilà mon premier jet. Il y a d'autres éléments tout à l'heure que je mettrai sur la table. Bertrand Tatinda, justement, vous avez suivi le président Badakani. Le transport voyageur, à un moment donné, est désuet. Ça, il faut le préciser également. La modernisation du rail n'a pas été faite. On ne va pas également oublier le drame des ECA de 2016, qui, jusqu'à preuve de contraire, il faut le dire, hein, les victimes attendent toujours l'indemnisation. Là encore, ce sont toujours des faits reprochés à Camrail et surtout à Vincent Bolloré. Mais oui, c'est-à-dire que je suis parfaitement d'accord avec ce que le président Badakani a dit. Mais il y a d'autres acteurs. Il a parfaitement raison. Bolloré n'aurait pas pu faire ça tout seul. Il y a d'autres acteurs. Vous avez le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Je vais expliquer en quoi, effectivement, le Fonds monétaire et la Banque mondiale vont poignarder l'État du Cameroun. Vont faire un chantage pas possible à l'État du Cameroun. Il y a certains fonctionnaires et hommes politiques de la période 1985 2000. Allez savoir qui était Premier ministre, qui était ce qu'on appelait les grands ministres influents, les intouchables. On les appelait comme ça, les intouchables. Vous avez le peuple camerounais qui va confondre débat politique et mettre le pays à sac. Mettre le pays à sac. Lui, il fallait évoluer.
On ne pouvait pas rester comme ça. Ou un grand camarade, président d'un parti unique, coopté par la France, après avoir égorgé tous les nationalistes, décide de l'orientation, lui-même était à bout de souffle. Fallait évoluer sur le plan économique et sur les libertés. D'ailleurs, le monde bougeait. C'est-à-dire que même les Allemands qui avaient été séparés par un rideau de fer et pas des armées solides avaient décidé véritablement de se remettre ensemble. Les périodes de ce qu'on a appelé période de ville morte. Les Camerounais vont liquider le patrimoine, détruire le patrimoine, aider à détruire le patrimoine au nom du débat politique. Tout ce qui appartenait à l'État était assimilé à être Paul Biya. Et il fallait le détruire. À défaut de faire partie Paul Biya, à partir d'un discours structuré, de convaincre les Camerounais, on va s'attaquer à ces patrimoines-là. Je vais vous expliquer comment l'État du Cameroun perdra énormément plus d'argent après avoir cédé, en fait, ce qu'on appelait la régie Fercam. Mais c'est quoi une privatisation? Privatisation rime avec apport d'argent, nouvelle stratégie, investissement, orientation. C'est ça, non mot privatisation. C'est-à-dire que l'État cède une partie de ses actifs, c'est d'une certaine entreprise. Et on voit, et on doit voir comment l'entreprise reprend un nouvel envol. D'ailleurs, en passant, dans leur pays, en France, la SNCF, c'est pratiquement plus de 20 milliards d'euros de dette. Pourquoi ils n'appliquent pas le remède qu'ils avaient appliqué ici? Je n'ai jamais vu comment est-ce que, quand on va privatiser, c'est-à-dire qu'on va céder la société à Bolloré, eh bien on va s'entendre sur ce qu'on va appeler la remise en état de l'outil de production. Tu as vu ça où? C'est-à-dire que l'État, on dit à l'État, ça ne vaut plus rien du tout. Ça ne vaut rien. Vendre au plan symbolique. Bolloré ne donne rien pour entrer dans le rail. Ah, vous savez, même quand vous entrez, comment je vais dire pour gérer un terminal à conteneurs, c'est-à-dire que vous payez ce qu'on appelle une redevance d'entrée sur le terminal. Il ne donne absolument rien. Pas 5 francs. Mais la Banque mondiale et le Fonds monétaire international disent à l'État du Cameroun, il faut remettre l'outil de production à l'État. Mais vous donnez quelque chose à quelqu'un, mais c'est lui qui vient, qui acquiert en quelque sorte ce patrimoine, qui le remet à l'État. Ça se chiffrait à des centaines de milliards. L'État devait venir garantir cet emprunt au profit de M. Bolloré. Où est la prise de risque? Pourquoi vous n'avez pas signé ça à M. Bertrand Tatsinda? Vous le signez à un idiot. Où est l'homme d'affaires? Le coach. Et dans ce consortium de banques où l'État devait aller s'endetter, eh bien vous avez des banques dans lesquelles cette Banque mondiale et ce Fonds monétaire international avaient intérêt. La BAD. Washington, c'est un gros actionnaire de la BAD. Les gens ne le savent pas souvent. La France et la Grande-Bretagne. Et la concession a failli capoter. Pourquoi? Parce que le 1er avril 1999, quand on cède dans cette histoire à Bolloré, eh bien la Banque mondiale et le Fonds monétaire international n'ont pas donné 5 francs. Parce que l'État n'a pas d'argent pour remettre l'outil de production à l'État. Donc l'État doit aller s'endetter auprès de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, apporter de l'argent frais, le remettre à Bolloré et dire remets l'État, l'outil de production en l'État. Bolloré n'a pas 5 francs. C'est-à-dire cette histoire vraiment est assez compliquée. Vous allez avoir 12 entreprises qui seront intéressées pour la reprise de cette affaire. Je cite quelques noms rapidement. Vous avez Canac du Canada. Vous aurez Canchip des Camerounais. Pas viré, on va déchirer le dossier. Pourquoi? Point d'interrogation. C'est pour ça que je dis vraiment, l'histoire doit juger certaines personnes. Vous avez des gens qui sont même encore et qui ont encore des positions d'influence. C'est pour ça que moi, c'est-à-dire que moi, Bertrand Tatsinda, après le président Biya, on se connaît. C'est-à-dire que on comprend même pourquoi les Camerounais sont... Vous avez eu avant ce débat, les Camerounais sont très tendus. Mais parce que quand des histoires comme ça reviennent, on va virer comme chip. Vous avez CDPI, c'est-à-dire que des mafieux vont aller faire ce qu'on appelle une consortium d'entreprises pour venir reprendre. France-Cameroun. Vous allez avoir la CFD, Comazar, l'Afrique du Sud. Je vais expliquer pourquoi. Jodis, des groupes français vont arriver. Vous allez avoir un groupe américain, RDC. Vous aurez Saga SDV. Monsieur Bolloré, Saga SDV. Vous aurez la Transurb de Belgique, la SODEF de France. 12 entreprises. Sauf que, eh bien, l'État va mettre ce qu'on appelle un comité interministériel pour gérer cette affaire et amener à la privatisation.
Et on va séparer les offres en deux volets. Vous allez ce qu'on va avoir les offres techniques et vous allez avoir ce qu'on va appeler les offres financières. Curieux. Et avant véritablement de céder en fait la compagnie, on va aller faire des entretiens à Paris. On va aller auditionner les gens à Paris. On va aller, comment je vais dire, que discuter avec ceux qui sont censés reprendre cette affaire. Et à la fin, on va retenir trois entreprises. Kanak, les Canadiens, Comazar et Saga SDV. C'est-à-dire les Sud-Africains, Bolloré et les Canadiens. Sauf qu'au moment de signer la concession, on est déjà dans un mariage, Comazar, Saga SDV. Vous y comprenez quelque chose? C'est-à-dire qu'on retient 3 dossiers. On dit, bon, on va réfléchir à ces 3 dossiers. Curieusement, au moment de signer la concession, eh bien, on devait donner à une des 3 entreprises, si bien que plus que ces 3 entreprises avaient les meilleures offres, d'après le comité interministériel, d'après les fonctionnaires camerounais. Mais sauf que quand on remet l'entreprise, Kanak a disparu. Kanak ne s'est jamais plaint. Les Canadiens ne sont jamais plaints. Est-ce que, d'ailleurs, il se dit que les auditions à Paris étaient entre guillemets un arrangement. Qui exigeait les auditions à Paris? Le Fonds monétaire et la Banque mondiale. Il faut discuter avec les... C'est-à-dire qu'il faut qu'ils expliquent au comité interministériel la stratégie de relance, comment je vais dire que de la régie. Mais la stratégie de relance de la régie doit être comprise dans votre offre. C'est-à-dire que quand on prend l'offre, on le lit, on voit ce que, vu ce qu'on avait scindé l'offre en deux, ce qu'on appelle véritablement les propositions techniques, comment véritablement sur le plan technique et comment sur le plan financier. D'où vient-il qu'on peut vous entretenir? Kanak va disparaître, ne va jamais se plaindre. Et au moment de céder l'entreprise, on est plutôt dans un consortium qui regroupe 2 groupes, c'est-à-dire Comazar et qui regroupe Saga. Vous y comprenez quelque chose? Autre chose, le rail au Cameroun, c'est 2 volets. Vous avez le volet passager et vous avez ce qu'on appelle le volet marchandise. Je parle en français facile pour que les gens comprennent. Il faut que les Camerounais comprennent cette histoire. C'est un patrimoine public. Nous, quand on va arriver au pouvoir, on reviendra dessus. On jugera ça. On ne peut pas laisser cette histoire à perte et à profit. Et dans ce que vous appelez le volet passager, vous avez 2 sous-volets. Ce qu'on appelle le volet commercial, où vous êtes censé gagner de l'argent, et ce qu'on appelle le volet en quelque sorte conventionné ou subventionné, où vous ne gagnez pas l'argent, mais l'État vous dit d'exploiter. Au télé, Mbalmayo, on ne gagne pas d'argent, mais l'État t'explique que moi, je veux avoir sur mes marchés à Douala, Yaoundé, je veux avoir du plantain. C'est important pour moi. Ben, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que quand tu vas exploiter au télé Mbalmayo, il faut me faire l'état des charges que tu engages dans cette histoire. Moi, je te verse une enveloppe pour ça. Mais prends-moi la maman gratuitement. Tu mets ces plantains dans le train. Tu m'amènes ça à Douala, en Mbalmayo. C'est important pour moi, État. C'est important pour moi, État. Pour le prix de la ménagère, pour le coût de la vie, pour la vie sociale à Otélé et en Mbalmayo. C'est important. Parce que c'est le seul accès qu'ils ont même, comment je vais dire, à un service public. Pareil, en quelque sorte, pour la ligne Kumbambanga et toutes ces histoires. Sauf que quand on signe ça, vous savez ce que Bolloré fait? Une semaine après, Bolloré se présente devant l'État du Cameroun. Il dit que le volet passager ne marche pas. Alors qu'il a l'exclusivité sur ce qu'on appelle la grande ligne dorsale qui va dans le septentrion. Oui, tu ne gagnes pas d'argent sur Hôtel Mbalmayo. L'État te subventionne. Mais tu gagnes beaucoup d'argent sur Yaoundé Ngaoundéré, Douala Ngaoundéré, Douala Kumba, Mbanga Kumba. Tu gagnes beaucoup d'argent parce que tu as l'exclusivité sur cette ligne. Pour aller en Ngaoundéré, même aujourd'hui, vous faites comment? Vous prenez la voiture, la route n'est pas finie à Tibati. Vous êtes obligé de prendre le train. Et c'est comme ça que des fonctionnaires vont lui signer en fait ce qu'on appelle des rétrocessions en quelque sorte sur des charges engagées. Quelques chiffres. Quand Bolloré fait 1000 francs, recette guichet, c'est-à-dire que la maman paye 1000 francs, j'ai mon régime de plantain là, vous me prenez à 500 francs, je paye 500 francs. L'État du Cameroun lui reverse 10 000. Vous avez vu ça où? 1000 francs, recette guichet. L'État du Cameroun lui reverse 10 000. Quand il fait 58 000, recette guichet, vous savez combien il reverse l'État du Cameroun? C'est extraordinaire. 400 000. Attends, je vais expliquer ce qui s'est passé. 400 000. C'est des fonctionnaires camerounais qui vont aller devant le chef de l'État et expliquer qu'il faut. Or, à cette époque, on est en plein dans Paul Biya doit partir. Les Camerounais sont complices de saboter les lignes de rail.
sabote. Complicité avec Bolloré. Il faut installer Bolloré à tout prix. Il faut démontrer que cette histoire ne marche pas. Et pour des besoins politiques, il faut détruire tout ce qui appartient à l'État du Cameroun. C'est ça que le Fonds monétaire et la Banque mondiale adorent. Quand vous êtes dans un climat socio-politique comme ça, où l'État est à genoux, où le président se retrouve tout seul, ses principaux collaborateurs signent ce que je vous dis là. 24 milliards vont sortir des caisses de l'État. Au-delà, en plus de l'endettement de pratiquement une centaine de milliards que l'État va aller en fait pour garantir auprès du Fonds monétaire international pour mettre en l'État ce qu'on appelle l'outil de production. Vous comprenez ça? Vous privatisez, mais c'est-à-dire que vous dépensez 5 fois, 6 fois plus d'argent. Ça s'est vu où? Dans quel pays? Au monde. Et même cet argent-là, il ne va jamais, jamais, jamais renouveler le matériel roulant. Le jour qu'on signe l'avenant, Bolloré explique que moi, je ne m'engage plus dans cette histoire. Du jamais vu. Komazar lui dit que mais tu ne t'engages pas, pourquoi? Il dit que mais où est l'argent du Fonds monétaire et la Banque mondiale? Komazar lui dit que mais où est l'argent du Fonds monétaire? Est-ce que c'est le Fonds monétaire et la Banque mondiale? Mais tu es entreprise, tu as repris, tu as fait les offres techniques et les offres financières. Il dit il n'y a pas l'argent du Fonds monétaire et la Banque mondiale, je ne reprends pas cette histoire. On dit mais il y a un décret présidentiel déjà qui scelle cette histoire. Il dit allez dire au président de la République du Cameroun de reporter son décret. Mais quand nous allons arriver au pouvoir, nous reviendrons dessus. Les Camerounais ne le savent pas. Il dit je ne prends plus. Entre lui et Komazar, les noms d'oiseaux. Je rappelle que Komazar y avait lui dans un consortium, hein, c'est-à-dire que c'est soi-disant son ami. Hein. Et le ministre des Finances, c'est là, il attend reprendre cette histoire. Et le Fonds monétaire international est assis à côté. Et l'État du Cameroun se retourne vers le Fonds monétaire international et dit que, où est donc l'argent promis? Le Fonds monétaire international dit que, vous allez d'abord respecter mes conditionnalités. Les conditionnalités, c'était incroyable. On demande à l'État du Cameroun de construire un mur de 1000 km pour protéger les rails. On demande à l'État du Cameroun de décontaminer les sols. On demande à l'État du Cameroun d'élargir les rails. On dit à l'État du Cameroun que non, mais vraiment cette histoire-là, vous allez prendre 2 trains face à face. On va voir si on peut entrer dans Yaoundé. Ça va devenir une histoire incroyable. Le secrétaire général du ministère des Finances, qui préside la réunion, dit au Fonds monétaire international que c'est plus acceptable. L'État du Cameroun est un État souverain. D'où vient-il que vous posez ces conditionnalités? Le Fonds monétaire international n'engage pas l'argent. Eh bien, les conditionnalités, en quelque sorte, c'est pour davantage chauffer le climat social. Parce que l'enjeu de la privatisation du Bolloré n'était pas seulement de donner le rail au Bolloré, c'était même de chasser le pouvoir étatique. Parce que le Fonds monétaire international faisait ça, connaissant le climat à cette époque. Les opposants imposent 1 an de ville morte, ici à Douala, la ville économique, avec toutes les conséquences que cela peut produire, dont l'État est à genoux. Le Cameroun est à genoux. Les représentants qui négocient pour l'État du Cameroun sont à genoux. C'est pour ça que nous, au NNP, quand on a vu l'enjeu de la crise anglophone, c'était pas seulement un enjeu, comme on va dire, entre guillemets, de succession du président Biya. C'était cette fois-ci un enjeu de mettre le pays dans le même état. On vous comprend parfaitement. Hein. Pour cette fois-ci s'engager sur des contrats miniers. Je vais revenir avec les chiffres. Tout à l'heure, on va revenir avec vous, hein, Bertrand Tatinda. On comprend justement votre colère hein, contre justement tout ce qui s'était fait d'ailleurs dans les années 1985 jusqu'à 2000. Je vais me tourner vers Dr Yam. Dr Yam, à quoi donc aura servi justement la privatisation de la régie Fercam si le Cameroun n'a absolument rien gagné, à la place même a beaucoup dépensé et a laissé un seul être humain être le commandant à bord? Je vais prendre 2 secondes pour honorer ceux qui ont perdu leur vie à Ezeka et tous ceux qui ont perdu leur vie dans les accidents qui sont survenus depuis que cette concession existe. Et j'espère que vous m'accompagnerez. Mon grand-père a été le premier Camerounais à conduire un train dans ce pays. Il s'appelait Yambin Timba. Mon grand-père a été chef de gare. Le rail, pour nous, pour ma famille, n'est pas une simple affaire économique, c'est une affaire familiale. Je vous mettrai au défi
de savoir par quelle magie un pays qui a une voie ferrée depuis plus de 100 ans n'a pas une formation universitaire dans le domaine des activités du rail. Je mettrai au défi de me demander, au nom de quoi un pays qui a une voie ferrée depuis plus d'une centaine d'années, ce pays-là, le message que son gouvernement et ceux qui veulent, comme le démontraient mes prédécesseurs, détruire ce gouvernement, au nom de quoi on veut nous faire croire qu'après 100 ans, nous n'avons personne dans ce pays ayant assez de compétences pour gérer le rail. Ce d'autant plus que ceux qui gèrent le rail aujourd'hui, c'est-à-dire ceux à qui on a confié, à qui on a donné une concession pour le rail, n'ont pas apporté un franc. Ça veut dire qu'on aurait pu, tout simplement, chercher à, par un système d'appel à candidature, trouver un bon Camerounais capable de gérer cette activité sans avoir besoin d'une concession. Oui. Je me souviens que les enjeux géostratégiques des années 90 voulaient que les investisseurs du pipeline aient un certain contrôle sur 2 ou 3 choses au Cameroun. Le port, pour que le matériel entre d'une certaine façon. Le rail, pour être sûr que le matériel sera convoyé d'une certaine manière. L'électricité, pour s'assurer que tous les besoins en électricité le long du pipeline seraient couverts. Nous avons bradé les 3 plus grosses infrastructures d'accumulation primitive de notre pays. Les 3 plus grosses infrastructures qui ont coûté une fortune à ce pays. Un pays comme le Cameroun n'a pas le droit de privatiser le rail. Parce que chaque fois que vous privatisez le rail, les gens qui ont construit le tunnel de Ndjok, où il y a eu plus de 100 000 morts, vous les méprisez. Ce pays n'a pas le droit de privatiser ce genre d'infrastructure. Et je crois qu'aujourd'hui, il est important que l'État du Cameroun, avec un petit courage, nationalise ce secteur. Très rapidement. Qu'est-ce qui a même d'ailleurs poussé le Cameroun à aller vers le Fonds monétaire international? Non, le Cameroun n'est jamais allé vers le Fonds monétaire international. Le président Biya, d'ailleurs, disait, quelques années après son accession au pouvoir, nous n'irons pas au Fonds monétaire international. Et je crois que ce qu'il a fait en disant, prononçant cette phrase, c'est qu'il a défié le système international. On peut lui reprocher 1000 choses. Mais il y a quelquefois le premier Biya, c'est-à-dire le Biya frais qui arrive au pouvoir. Quand vous relisez les journaux de l'époque, les livres de l'époque, les recensions historiques de son pouvoir, le premier Biya est d'une saveur extrêmement délicieuse. Oui. Mais nous n'irons pas au FMI, c'est insuffisant. N'oubliez pas qu'il est en charge des dossiers économiques du Cameroun depuis 1975. Donc il sait de quoi il parle. Il sait pourquoi il ne faut pas que le Cameroun aille au FMI. Mais encore une fois, il a été dribblé par ses amis allemands avec qui il avait tenté un rapprochement et qui l'ont dribblé parce que les intérêts de l'Occident sont plus importants qu'une simple survivance historique. Oui, allons-y. À l'époque, on avait besoin... On vous dit qu'on a privatisé la Camrail, la régie Fercam, on vous a donné les raisons tout à l'heure. Mais Camrail faisait un bénéfice de 2 milliards, si je m'en souviens bien. La régie Fercam faisait un bénéfice de 2 milliards à l'époque. Mais comment vous privatisez une entreprise qui est bénéficiaire, qui fait des excédents? L'autre chose, c'est que vous ne comprenez... Si on veut privatiser, on aurait pu privatiser un secteur. Le besoin que nous avions déjà à l'époque, c'était de prolonger le rail jusqu'à N'Djamena, de prolonger le rail jusqu'à Bangui, de prolonger le rail jusqu'à Pointe-Noire, de prolonger le rail jusqu'à Bamenda et au Nigeria, de prolonger le rail jusqu'à Garoua et Maïdougoul. C'est ça le besoin qu'on avait. Le besoin que nous avions, c'était d'amener le rail jusqu'à Kribi. Le besoin que nous avions, c'était d'avoir le rail qui arrivait déjà à Buea. Moi, je me souviens bien que l'une des chansons qu'on avait à l'école primaire, c'était Douala Kumba Victoria. Parce qu'à l'époque, c'était pour rappeler à l'époque que la ville s'appelait Victoria. Et donc, ça arrivait à Victoria. Oui. Et de porter le rail de Victoria, donc de Buea jusqu'à Calabar. C'était ça, les besoins du Cameroun. Les besoins du Cameroun n'étaient pas d'avoir un type qui n'a jamais géré 1 centimètre de rail dans son pays, de venir gérer le rail ici. D'ailleurs, c'est ça qui fait partie des Sud-Africains.
qui, eux, avaient l'expérience de gestion du rail. Donc, lorsque nous nous retrouvons dans ce genre de situation, c'est là où les Camerounais doivent savoir faire ce qu'on appelle l'union sacrée. C'est là où ils doivent savoir faire du patriotisme et dire, le président n'est peut-être pas la personne que nous voulons à la tête de ce pays. Le président, nous avons 1000 choses à lui reprocher. Nous nous opposons à tout ce que le président fait, mais nous ne pouvons pas nous opposer au Cameroun. C'est incroyable. Nous ne pouvons pas nous opposer au Cameroun. Et dans ce qui s'est passé à l'époque, beaucoup de gens, je n'étais pas forcément, les années 90, j'étais encore bien jeune, j'étais encore jeune adolescent, mais je me souviens très bien que pendant cette période, le Cameroun, qui reste encore un enjeu stratégique majeur et qui le sera toujours, n'oubliez pas qu'il y a 2000 ans, les Romains venaient ici. Oui, allons-y. Donc, le Cameroun reste un enjeu stratégique majeur pour tout le monde et le Cameroun sera toujours une proie pour tout le monde. Je crois qu'à l'époque, la privatisation s'est focalisée sur une approche microéconomique dont on va privatiser une entreprise alors qu'on aurait dû privatiser des secteurs. Mais est-ce que la Banque mondiale et les... Pourquoi on va d'ailleurs privatiser une entreprise comme je vous ai expliqué les enjeux. Non, je vous ai expliqué les enjeux. Il y avait des conditions auxquelles le gouvernement devait satisfaire. C'est tout. Tout simplement. Ce n'était pas parce que ces entreprises-là étaient déficitaires ou étaient si mauvaises. Elles étaient satisfaisantes, pour autant. Ces entreprises, écoutez, de toute façon, la régie Fercam ne perdait pas d'argent. Elle faisait des bénéfices. Oui. Elle faisait 2 milliards de bénéfices, je m'en souviens, en 99. Donc, elle ne perdait pas d'argent. Le port de Douala n'a jamais perdu d'argent. Il n'a perdu d'argent que quand on l'a confié à des étrangers. D'ailleurs, vous voyez que les Camerounais sont revenus, on recommence à gagner de l'argent. La Sonel ne perdait pas d'argent. La Sonel connaît le secteur de l'électricité connaît des déficits depuis que des étrangers ont pris cette entreprise en main. Aujourd'hui, je pense que je reviendrai toujours sur ce que je vous dis depuis un certain nombre d'années, mais que je répète sur ce plateau. Vous imaginez bien que lorsque nous reviendrons à ce qu'on appelle la gestion correcte de la terre, vous pensez que si 15%, selon ce que je vous propose depuis un certain temps, 15% de Camrail appartenaient aux Camerounais, c'est-à-dire tous ceux qui ont les terres sur lesquelles se trouvent les rails là, et les infrastructures de Camrail, vous pensez qu'on gérerait Camrail avec une telle légèreté? Vous pensez que ce serait aussi opaque? Vous pouvez me dire quel est le chiffre d'affaires réel de Camrail? Personne ne sait. Vous pouvez me dire exactement quelles sont les charges de Camrail? Personne ne sait. Vous pouvez me dire quel est le bénéfice que Camrail fait? Vous pouvez m'expliquer? Vous pouvez nous dire exactement quels investissements cette entreprise a fait dans ce pays? Personne ne sait rien. Mobirail, pour le rappeler tout à l'heure. Pourtant, Camrail est dans un état. Mobirail, attention, c'était un investissement de l'État. Il doit faire des rapports. C'était l'argent de l'État. Oui. Mobirail, c'est pas Camrail qui l'a créé. C'est pas Camrail qui l'a créé, c'est l'État. Mais Caron va lui affecter toutes ses charges. Allons-y, monsieur, Voilà. le temps nous est imparti. Exactement. Allons-y. Donc, Oui. vraiment, c'est dommage que nous Non, allions on a le pas temps, de charge. nous avons le temps. Voilà. Donc, ce que je veux dire, à quoi nous a servi cette privatisation était votre question. Pourquoi d'ailleurs l'avoir faite? Je vous ai dit, j'ai commencé par là. On l'a faite parce que l'État était sous une certaine pression. Il y avait 3 ans, il y avait un grand enjeu autour du pipeline. C'est pour ça que l'État était obligé de privatiser le port, le rail, l'électricité. Mais encore une fois, nous n'allons pas donner un blanc-seing à l'État du Cameroun parce que vous n'êtes pas obligé de céder à tout quand vous dirigez un État. Mais les clans qui s'étaient formés à l'époque, et Bertrand Tatinda les a clairement expliqué, je ne vais pas revenir dessus. Oui. Les clans qui s'étaient formés à l'époque, qui étaient organisés autour d'enjeux et d'objectifs qui n'avaient pour seul et unique but que le contrôle, la prise de pouvoir au Cameroun, mais également le bradage du Cameroun, parce que certains ne voyaient même pas le pouvoir. Beaucoup ne voyaient simplement que la façon de devenir riche. L'enrichissement. Tout simplement. Et ils ont mis le pays à mal et nous nous sommes retrouvés sans cet outil. Et le comble, c'est que ça a été un désastre terrible. Quand vous prenez le désarroi économique, le désastre économique qu'il y a entre Douala et Yaoundé, dans cette zone-là, le nombre de gares, je crois que 90% des gares ont été fermées. Quand vous voyez le désarroi qu'il y a entre Yaoundé et Ngaoundé, vous voyez le nombre de gares qui ont été fermées. Les gens sont obligés aujourd'hui, et c'est là où je pense que nos historiens doivent se pencher sérieusement sur ces questions. Si le Cameroun importe du riz pour 500 milliards aujourd'hui, c'est à cause en grande partie de la façon dont le rail est géré. Vous pensez que vous pouvez demander à Camrail de compenser l'État du Cameroun à hauteur de 500 milliards? Je vous explique comment. Parce que la nourriture qui devait être collectée
pour alimenter les villes de Douala et Yaoundé n'est plus collecté. Parce que le rail ne fonctionne plus. Les gares ont été fermées. Et il n'y a pas de route pour accéder à ces zones-là, qui sont totalement enclavées. Et donc, vous êtes obligé de nourrir quand même les 6 millions ou 7 millions d'habitants de la ville de Douala et les 4 millions d'habitants de Yaoundé. Vous faites comment? Vous importez du riz. Vous importez du blé. 500 milliards de francs CFA en 2019. Voilà ce que le riz nous a coûté. Parce que vous ne pouvez pas transporter le gibier, le poisson, etc., qui sont produits tout le long là. Parce que vous ne pouvez, même si, quelle que soit la production de poissons à lac d'eau, parce que l'une des raisons du lac d'eau qui avait été comme c'était de produire du poisson en abondance. Comme vous ne pouvez pas le transporter jusqu'ici, vous êtes obligé de dépenser 200 milliards pour importer du poisson qui a passé des mois, parfois des années, dans des chambres froides et qui nous crée aujourd'hui tous les problèmes de maladies qui ont fait bondir le coût de la santé au Cameroun en 10 ans. De 300 milliards à près de 2000 milliards aujourd'hui. Donc, c'est l'impact de tout cela. Oui. Parce que, excusez-moi, vraiment, donnez-moi un peu de temps. L'impact de tout cela sur notre économie, les gens ne le voient pas. Ils voient juste le rail, ils voient juste des gens qui travaillent. Dites-moi un peu, Dame Camraï, là, vous avez combien de blancs qui sont ingénieurs, qui sont techniciens, etc. Parce que l'outil de production, c'est ça. Vous en voyez combien? Combien? C'est pas les Camerounais qui y travaillent? Lorsque quelqu'un vient prendre une concession, démantèle le centre de formation de la régie Fercam, démantèle le système d'entretien de la voie, tue une entreprise camerounaise qui aurait pu devenir une multinationale africaine. C'est tout à fait. Et vous avez une concession qui est faite et qui n'a pas une stratégie de développement du secteur. Encore une fois, arrêtons les approches microéconomiques, ayons une approche sectorielle. Pourquoi on fabrique le rail au Cameroun alors que pourquoi on gère le rail au Cameroun alors qu'il n'y a aucune stratégie pour produire des rails au Cameroun? Pourquoi on fait du rail au Cameroun alors qu'on n'a aucune stratégie pour que les entreprises qui produisent du pain, nos décorateurs ici puissent décorer les wagons et donner du travail à l'intérieur? Pourquoi on va faire le rail et vous ne voyez aucune stratégie pour que vous avez des entreprises qui produisent du verre au Cameroun, non? Pourquoi ces gens ne produisent pas les vitres des trains? Pourquoi on fait du rail au Cameroun? On n'a aucune stratégie pour produire ne serait-ce que des boulons pour remplacer les pièces pour la maintenance des trains. Pourquoi on fait du rail au Cameroun et on n'a aucun institut? Comment on peut donner une concession à une entreprise qui ne peut même pas créer un institut de formation des ingénieurs et des techniciens dans le secteur du rail? Par quelle magie parvenons-nous dans un pays comme celui-ci à ne pas comprendre que les systèmes d'accumulation primitifs qui permettent à un État d'avoir de la trésorerie et de pouvoir donc à tout moment financer de grosses infrastructures, c'est par exemple le rail. Je crois, je chute par là, si vous me le permettez. Allons-y, rapidement, Dr Yam. Allons-y. L'État doit nationaliser un certain nombre de secteurs de ce pays, des secteurs d'activité. Le rail, le port, les aéroports, l'électricité, l'eau. Quand tout cela sera nationalisé, l'État va s'assurer de transférer 15% au moins du capital de ces entreprises, des entreprises qui sont dans ces secteurs-là, à ceux qui sont propriétaires des terres sur lesquelles ces entreprises-là se trouvent. Et si les gens veulent investir dans ces secteurs, ils créent autre chose, mais ils ne reprennent pas les entreprises qui existent. Albert Anatola, ici, comme le disait Dr Yam, on ne va pas quand même donner un blanc-seing à l'État, parce que jusqu'à preuve de contraire, il y a plusieurs entreprises qui étaient autour du rail, qui ont fermé. Le cas de Citrafait, comme le disait Dr Yam, qui pouvait devenir d'ailleurs une multinationale africaine, mais qui malheureusement est en difficulté depuis des problèmes qui a déjà fermé. Il y avait une école, justement, le meilleur atelier ferroviaire au Cameroun, qui n'existe plus aujourd'hui, pour une seule et unique entreprise, un seul homme, qui a pris le rail. Qu'est-ce qui s'est passé quand on sait pertinemment que ce secteur rapportait justement de l'argent à l'État? Oui, mais m'inspirant de votre thématique, notamment, il y a un mot qui retient mon attention. Oui. Le mot paradoxe. La privatisation de l'ex-régie Fercam en elle-même, c'est un paradoxe. Elle s'inscrit dans la politique de privatisation des entreprises publiques et parapubliques, n'est-ce pas, qui s'adosse sur l'ordonnance numéro 90/004 du 22 juin 1990 portant privatisation des entreprises publiques et parapubliques, suivi du décret numéro
94/125 du 14 juillet 1994, justement soumettant à la procédure de privatisation la Régie nationale des chemins de fer du Cameroun. En décembre dernier, à l'occasion des 20 ans de sa concession, Camrail a ouvert ses portes cloisonnées au public, du moins à un certain public. Dès la communication qui a été faite, j'ai retenu quelques chiffres. Allons-y. Camrail revendique 1,6 million de passagers par an. 1,6 million de passagers par an. 1,65 million de tonnes de fret par an. 12 milliards, autant pour moi, 12 milliards d'impôts, taxes et redevances, n'est-ce pas, reversées à l'État. Pas de 12 milliards. Et francs CFA ou d'euros, parce que c'est différent. Il faut donner la francs CFA. Ah voilà, c'est important. 11 milliards. On va en revenir avec vous, messieurs, le temps. Laissez quand même Albert Anatola ici continuer avec ses chiffres, s'il vous plaît. Oui, 11 j'étais sur quoi? 12 milliards de quoi? 12 milliards d'impôts. Reversés à l'État, d'impôts, taxes et machins, reversés à l'impôt, et 11 milliards d'investissements par an. 11 milliards d'investissements par an. Par an. Bon, mais 5600 emplois directs et indirects créés. Ouais. Bon, quand j'ai donné ces chiffres, je voudrais un peu revenir en arrière pour indiquer qu'au moment où Camrail prend la concession, n'est-ce pas, de la gestion du transport ferroviaire au Cameroun, il y avait 3000 emplois directs. Sur les 3000 emplois directs, il y avait 75 cadres, 600 agents de maîtrise, 1200 agents d'exécution de niveau 1 et 1125 agents d'exécution de niveau 2. En l'état actuel, Camrail se retrouve avec un effectif de moins de la moitié de 3000 emplois qui existaient d'ailleurs initialement, par la Régie Vercamp. Qui existaient initialement. Oui. Maintenant, quand j'ai dit cela, il faut indiquer, je voudrais un peu entrer dans la gouvernance de Camrail, la gestion si vous voulez, pour indiquer que les trains qui ont été à l'origine de l'hécatombe des ECA ont été refoulés au Mozambique. Disparu. Pourquoi? Parce qu'il y avait des défaillances techniques, notamment dans le système de freinage et d'attelage. Ces trains-là ont été refoulés par le Mozambique. Et ce sont ces trains-là que Camrail est allé chercher en Chine. Et ils étaient au courant que ces trains portaient ces défaillances-là. Ça, c'est important. Avant d'aller un peu plus loin, on sait quand même que le Cameroun, l'État du Cameroun a 13% justement dans le capital de Camrail, devrait normalement contrôler ces rails, enfin, ces wagons. J'y arrive. Et ces trains qui avaient été achetés en Chine, qui avaient été reposés par le Mozambique. J'y arrive. Ces trains, justement, ont été refoulés du côté de la Mozambique. Oui. Et Camrail savait que ces trains avaient des défaillances, ces défaillances que j'ai notées. Oui. Lors de l'acquisition de ces engins, la mission qui a été commise à cet effet n'était pas constituée des techniciens, ni de Camrail, ni de la direction du transport ferroviaire. Ça, il faut le préciser. C'était des administrateurs de Camrail qui sont allés en Chine prendre l'acquisition de ces engins. Ça, il faut le préciser. Je voudrais également vous rappeler qu'en 2014, lors de la cérémonie inaugurale du lancement de Intercity, 4 des 6 locomotives qui ont été présentées au Premier ministre étaient en panne. En 2019, une des 5 locomotives qui ont été présentées au ministre des Transports n'était pas fonctionnelle, notamment le fameux, je crois que c'est le wagon, la locomotive 3305. Je crois que j'ai encore le chiffre en tête. Donc voilà un peu. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie qu'en fait, du côté des Camrail, j'ai failli oublier, au lendemain de la catastrophe des ECA, oui, la direction générale de Camrail a posé 3 actes qui justement nous permettent de comprendre qu'ils ne sont pas dans le processus de modernisation du rail camerounais. Le premier acte, c'est quoi? C'est que elle a dissous la direction qualité, hygiène, sécurité, environnement.
une société qui gère la logistique et qui doit pouvoir gérer les questions de sécurité, dissout une direction comme celle-là. La direction de Camaraï a dissous la direction de la planification et des approvisionnements, qui a un droit de regard sur la qualité des équipements. La direction de Camaraï a dissous la direction des systèmes d'information, qui a le droit de regard au niveau des systèmes de télécommunication, de gestion informatique et tout ce qui va avec, pour les remplacer par une centrale d'achat UNICAF qui est gérée directement par la tour de Bolloré, qui s'occupe justement des achats. Depuis Paris. Du côté de Camaraï et des Sitaraï en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. Ce qui veut dire donc que dans l'actionnariat de Camaraï, tout à l'heure vous avez évoqué l'actionnariat. L'État camerounais a, je crois, environ 13% d'actions. Camaraï un peu plus de 53%. Et Total qui est actionnaire et fournisseur à 5%. Et qui justement, puisque c'est Total qui livre les produits d'hydrocarbures, graisse, carburant et lubrifiant. Oui. Voilà. Ça, c'est important de le préciser. Donc, justement, la plupart des acquisitions qui sont faites ne sont faites en l'absence des techniciens pour apprécier la qualité, la conformité technique. C'est fait par les administratifs. Je voulais tout à l'heure dire que la direction de l'approvisionnement, de la planification des approvisionnements a été dissoute, ce qui suppose donc que justement même les ingénieurs qui sont payés par Camaraï ne sont pas associés aux acquisitions. Maintenant, est-ce qu'il faut donner un blanc-seing à l'État camerounais qui est actionnaire à 13% et qui supporte la plupart des charges? Parce qu'il faut préciser que la redevance, selon la convention de concession, il y a la redevance annuelle qui est reversée à l'État et d'1,5 milliard de francs CFA et qui est tout de suite reconvertie en investissement qui reviennent à l'État. Ça, c'est important que vous le précisiez. Ça, c'est important que vous le sachiez également. Donc, l'État n'a pas un droit de regard, tout comme le personnel. Parce que l'État a un droit de regard, n'a pas un droit de regard, puisqu'il se contient des états financiers audités, entre guillemets, qui lui sont fournis par Camaraï. Je voudrais préciser ici que Socirail a été dissoute parce qu'il s'agissait d'une mutuelle qui permettait aux personnes d'avoir un droit de regard dans la gestion. Ça a été remplacé par Mutuarail, qui est géré par la direction des ressources humaines. Ce qui signifie donc que même le personnel n'a pas un droit de regard. Tout à l'heure, Yam a évoqué, n'est-ce pas, la dissolution du centre de formation au métier des rails, qui non seulement formait des Camerounais, qui avaient l'ambition de pouvoir faire le métier des rails, mais ça forme également des étrangers, c'est-à-dire les ressortissants des pays étrangers. Donc, aujourd'hui, et en passant, vous avez la carrière des Bakassi du côté de Balabo, dont les revenus sont hors budget à Camaraï. C'est une structure qui produit beaucoup d'argent à Camaraï, mais qui n'est pas dans le portefeuille Camaraï, ils comprennent pourquoi. Je pense qu'aujourd'hui, peut-être que je n'aurai pas une autre deuxième prise de parole, que je pourrais régler le problème de Camaraï. Tout à l'heure, Yam a évoqué une première piste. Si on veut véritablement on nationalise Camaraï, on fait un audit général et approfondi de la concession. Il faut mettre en place une agence de régulation des métiers des services de transport ferroviaire. Il faut créer une structure qui aura uniquement en charge de la gestion du patrimoine ferroviaire. Parce que là aussi, il y a une très grande mafia. Merci beaucoup Albert Anatola. Ici, je vais me tourner vers le président Badakani. Finalement, quand on regarde tous les chiffres qui ont été donnés par Albert Anatola ici, le Cameroun est allé de perte en perte et d'échec en échec. D'ailleurs, il a parlé de paradoxe comme sur notre titre d'ailleurs de ce thème ce matin. On est justement dans un paradoxe et on a l'impression que nous sommes dans le pays des paradoxes. Non, vous ne voulez pas voir ou bien vous faites semblant de ne pas voir. Ou bien vous êtes trop gentil, je ne sais pas ce qui se passe. Quelqu'un nous a demandé tout à l'heure pourquoi on l'a privatisé. Pourquoi on privatise. Mais la privatisation a été un diktat imposé aux pays africains. C'était un diktat. C'est-à-dire que quand le mur de Berlin tombe, cette histoire qu'on appelle le consensus de Washington, qui est porté par les Chicago Boys, et qui sont parrainés par des voyous comme Ronald Reagan et Margaret Thatcher, le capitalisme passe à l'offensive.
Il doit récupérer tout ce qu'il a cédé à la faveur de la guerre, il faut le savoir, toutes les conquêtes que les peuples et les travailleurs ont réussi à gagner et qui signifiait de façon concrète une obligation de partage entre le travail et le capital. Ce que le capitalisme n'aime jamais entendre, ne peut pas entendre parler. Puisque le capitalisme, c'est quoi? C'est exploiter la force de travail à tout prix pour s'enrichir. Donc, lorsque le mur de Berlin tombe, le capitalisme dit nous avons gagné. On doit récupérer tout ce qu'on a perdu par la guerre froide. Démantèlement de toutes les conquêtes sociales. Déréglementation. Et désormais, gagner de l'argent à outrance. Et vous voyez que vers qui on va se tourner pour expérimenter ça? Vers les Africains. Bien alors. Ben, voilà pourquoi on privatise. On impose les Africains. Et en Amérique latine aussi. On impose. Donc, les États sont, on l'a vu, déclarés en faillite. Ça encore, c'est n'importe quoi, parce qu'à l'époque... Ça restait à prouver d'ailleurs. Hein. Oui, les États sont déclarés en faillite. On vous impose de dire que vous avez failli. Là, il aurait suffi de créer de l'argent, de créer de la monnaie, et de faire de l'ajustement interne, on règle l'affaire. Comme on voit ce qu'ils font là, au niveau de l'Union européenne, à la faveur du Covid, les gens créent de l'argent, ils font des plans de relance extravagantes, en mutualisant les dettes, ce qu'on refuse à nous de faire. Donc, alors on dit, les États déclarés en faillite, maintenant si vous voulez de l'argent, pour déjà comment continuer à payer les salaires et financer la suivi de l'État en matière de fonctionnement minimal, non, l'argent met à condition que vous privatisez. Mais c'est de cela qu'il s'agit. Mais comme nos élites africaines n'avaient jamais pensé, n'avaient ni la capacité politique, intellectuelle, n'est-ce pas, et intellectuelle, et prospective pour gérer le pays en dehors de ces paradigmes-là, ben, écoutez, on nous a imposé les privatisations. Ça, c'est d'abord pour dire pourquoi on a privatisé. Les pays africains n'avaient pas le choix. C'est le diktat pur et simple. Je reviens à ce qu'on nous a dit pour justifier cette affaire de Camray. Oui. Parce qu'il y a des livres qui sont écrits, des gens, ceux qui soutenaient la privatisation, jusqu'à aujourd'hui, le ministre Tchoulo Massou parlait de Camray, ils sont les seconds. Hein. Ils vous disent que s'il n'y a pas la privatisation, on ne peut pas au Cameroun. Parce qu'il était parti prenant, monsieur le ministre. Bien sûr. C'est quelqu'un pour qui j'ai du respect. Mais on est dans la défense des intérêts de notre pays. Donc on dit non, comme je disais tout à l'heure, que non, le régime FECAM avait été au bout du coup, ça avait tellement échoué. L'État perdait de l'argent. Il y a des documents, mon cher, qui te contredisent pour dire que le régime FECAM, à un moment donné, avant qu'on ne lance les compteurs de performance, première et deuxième génération, le régime FECAM était en faillite. Et vous le dites, il y a des documents. Sauf que les chiffres valent ce qu'ils valent, en fonction de celui qui l'analyse et l'interprète. Et en fonction de la perspective qu'on imprime aux chiffres, en fonction du but qu'on vise. Pourquoi je dis ça? Ceux qui nous ont dit de privatiser Camray vont dire quoi lorsque... si une entreprise a fait faillite, ne vaut plus rien, mais pourquoi on court pour l'acheter? Pourquoi on court? Moi, j'ai même vu ça. Ça dit, je m'excuse, hein, si une femme est très laide, elle n'attire pas les hommes. C'est vrai de parler, il n'y a pas de laide de femme. Si une femme est très moche, elle n'attire pas les hommes. Mais comment vous expliquez qu'une entreprise, un secteur, une grosse structure est à la mort? Mais pourquoi quelqu'un court pour la voir? Ça, c'est le premier argument qui permet de balayer toutes les histoires que ces gens nous racontent. C'est du n'importe quoi. Deuxièmement, si vous considérez que le régime FECAM a fait faillite, parce qu'elle était gérée par, entre guillemets, des incompétents, puisque l'État est incompétent. Donc à l'époque, Vini Minko, Djoko, monsieur Djoko à l'époque, DG adjoint, Djoko Moyo à l'époque, étaient dans les incompétents. Mais, mon cher Jocelyn Goss, vous me dites pourquoi on remet un secteur aussi technique à quelqu'un qui n'a aucune compétence en matière de rail? Non, je prends ma question. Hein. Ça te fait l'analyse. Si vous partez du principe que la régime FECAM a échoué parce que l'État est un mauvais gestionnaire, comme on dit, il ne sait pas gérer, donc M. Rémi Minko et M. Djoko Moyo, c'était des vauriens. Quelle est la logique qui justifie qu'on confie les rails du Cameroun à M. Bolloré, qui ne connaît pas gérer les rails? Il ne sait pas ce que c'est. Il ne sait pas ce que c'est. Mon cher Justin. Oui. Elle dit que comment? Qu'est-ce qui explique qu'on donne la gestion du rail à ce monsieur?
quand vous voyez ça, vous comprenez que dès le départ, l'enjeu, ce n'est pas moderniser les rails. L'enjeu, ce n'est pas de rénover. Ce n'est pas une affaire de bonne gestion là. Ce n'est pas une affaire de sauver le secteur. Puisque si vous partez du principe que c'est l'incompétence qui a conduit à la faillite, vous ne remettez pas l'outil là, cet outil-là, à des mains incompétentes. Ceux qui gèrent Camara jusqu'aujourd'hui ne connaissent rien du rail. Nous savons aujourd'hui que même ils étaient experts dans la confiserie. C'est ce que nous avons dit au début là. C'était les confiseurs, je suis sérieux. Hein? C'est vrai. C'était les confiseurs. Ils ne savaient rien. C'est vrai. Pourquoi un pays peut se permettre de faire ça? Alors ça revient, vous allez comprendre ce qui est en jeu. L'enjeu de privatisation, au-delà de l'enrichissement domestique de petits parvenus camerounais, petits villageois, petits broussards qui découvrent la ville, qui veulent devenir riches, qui ont même de l'argent, au-delà de ça, mais il y a un enjeu central. Placer un pion à étudier. Si quelqu'un ne comprend pas ça, il est hors de la place. Placer un pion. Quand M. Bolloré débarque au Cameroun, et tous ceux qui vont le chercher, le projet, c'est de placer quelqu'un à étudier pour devenir de plus en plus riche et faire du Cameroun un butin dans les mains de quelques groupes de personnes. Et M. Bolloré est au cœur de ce projet. Il dit bien faire, parce que lui sait faire les affaires. Ça veut dire ce que ça veut dire. Faire les affaires, ça veut dire gagner de l'argent en tuant, oui, en détruisant, par tous les moyens. C'est ça qu'on peut faire les affaires de la part de M. Bolloré. Donc tout à l'heure, M. Bertrand soulevait quelque chose de très important. L'affaire de Mobirail, là, c'est-à-dire le secteur, le volet transport. Voyageurs, le volet voyageurs. Mais c'est grave. Non seulement l'État compense quelqu'un, mais même l'avènement de Mobirail, je dis ça, a été fait sur la base d'une escroquerie. Parce que Bolloré fait payer la temps. Lorsqu'on dissout la régie FECAM, elle est dissoute. Lorsqu'on met sur la table dans la question des volets voyageurs, M. Bolloré convoque des arguments. Il y a ça pour dire que non, l'État ne peut plus. En la question, l'État n'a plus rien à lui dire. Parce que l'État parle sur la base de quoi? FECAM a été dissoute. Oui. Voilà, a été dissoute. Et il y a un ensemble d'engagements. Il y a un ensemble de conditions, de conditionnalités imposées par les bailleurs de fonds qui mettent l'État KO. Et du coup donc... Mais sauf que l'article 2 de la Convention lui impose, lui exige justement le transport voyageurs et marchandises. Oui. Jusqu'à preuve de contraire, c'est toujours exigible justement à Camrail. Il vous a dit une chose, peut-être d'avoir vous qui êtes si brillant, c'est que ça a deux volets, ça a deux sous-volets. Il y a le volet commercial, oui, il y a le volet conventionnel. C'est-à-dire subventionné par l'État. Oui. Donc c'est ça. Donc je parle de ça. Le volet subventionné par l'État. Les deux là. Oui. On a fusionné ça. Oui. Les deux ont été fusionnés. C'est ça l'origine de Mobirail. C'est là de Mobirail devait assurer le suivi de ça au profit de l'État. Comprenez bien ça. Mais Bolloré va absorber Mobirail, acheter Mobirail et transférer ses charges à Mobirail. Donc l'État va se retrouver encore avec des charges en plus. Oui. C'est une escroquerie, c'est comme le président Madaki dit ça. Et l'État laissé faire, c'est la question du mais quand je dis l'État, on ne peut pas des mais ceux qui se sont arrangés pour que les choses se fassent comme elles se sont faites depuis les débuts, se sont arrangés pour que Mobirail, cette transition-là se fasse. Le fond du problème n'est pas tant qu'il y a eu Mobirail ou pas. Oui. Le fond du problème, c'est qu'il y a un objectif et tout ce qui peut se présenter comme une entrave à l'atteinte de cet objectif va être géré. Et cette gestion va consister essentiellement à broyer tous les obstacles pour s'assurer que la voie est d'où la liquidation de cette affaire. Exactement. Donc, si on comprend très bien, Bolloré a ses complicités au sein de l'État. J'y arrive. Oui. Mobirail a un problème. C'est pas un problème au sens où il dit, mais c'est un problème parce que l'avènement de Mobirail est fondé sur quoi? Pourquoi la fusion des deux sous-volets, commercial et conventionnel, est basée sur quoi? Et à partir de là, quelqu'un reçoit des compensations chaque année. C'est incroyable. Mais il y a un problème. L'État lui donne un ticket de compensation chaque année et il augmente la valeur chaque année. C'est incroyable. Mais il y a un problème, mon cher. C'est de ça qu'il s'agit. Allez voir comment Mobirail est né, vous allez comprendre ce que je vous dire. Et alors, nous parlons. Dès qu'il y a eu une catastrophe des écarts, le patron de Mobirail, il a fui. Oui. Pourquoi il fuit? C'est la grande interrogation d'ailleurs jusqu'à maintenant. Nous sommes en 2020, depuis 2016, on attend toujours. Quand on a posé la question donc, ceux qui nous disent et qui ont encore le courage de parler dans ce pays pour vouloir défendre ce qui a été fait à Caram sont des criminels.
On l'a démontré. Pourquoi vous passez d'un monopole public à un monopole privé? Extraordinaire. Non, les champions, là, les prix Coca, tous ces gens qui récitent le verbatim, le capitalisme périphérique criminel là au Cameroun, là, tous ces gens-là qui va parler là. Dis-moi, pourquoi vous passez d'un monopole public à un monopole privé? Vous cherchez quoi? Qu'est-ce qu'un monopole privé va apporter de plus qu'un monopole public? Dans un secteur sensible. Comme celui-là, va apporter quoi? Intégré au port, dans un système roll-on, roll-off. Alors, c'est pour vous dire donc que M. Bolloré a pris ça. Oui. Lui et ses complices, les barons de Yaoundé, il y en a qui sont encore ministres. D'autres sont en prison, les Marafa, les Sam Siowe, tous ces gens-là, les René Mbayen, tous ces gens-là, y compris ceux qui sont encore ministres à Yaoundé, ils ont pris ça pour piller le Cameroun. Tout à fait. La seule logique qui est derrière, c'est le pillage du Cameroun. On aurait encore pu tolérer encore ça. Comme ok, des arrivistes, des gens qui n'ont pas encore vu l'argent, les pseudo-châtelains, le nouveau châtelain, n'est-ce pas, les gens qui ont des châteaux, n'est-ce pas, ils sont châtelains. C'est pas quelle magie. On vous comprend parfaitement. Oui, on peut comprendre que bon, ok, ils payent de l'argent. Mais pourquoi est-ce que tue les Camerounais? Pourquoi M. Bolloré tue les Camerounais de manière... Aujourd'hui, c'est établi que la catastrophe des EK a été planifiée, organisée. Le président l'a dit dans son rapport d'enquête. Pourquoi il tue les Camerounais? Et pourquoi un monsieur qui a tué les Camerounais peut encore être dans ce pays en train de gérer des concessions? J'insiste, je le dis, mon cher Ngo. Oui. Pourquoi? C'était un coup d'État. La catastrophe des EK a été un coup d'État. Je vais vous le démontrer. Où sont, je pose quelques questions, hein? Oui. Ceux qui nous suivent, ils nous entendent. Où sont les locomotives CC25 et 3000? Ce sont ces locomotives qui ont tué les gens à Ezeka. Oui. Parler de ça. C'est où? C'est passé où juste après? Elle dit après la catastrophe, c'est passé où? Par quel miracle ça a disparu? C'est passé où? Deuxièmement, pourquoi chez nous ici, pour gérer ce qu'on appelle les travers des chemins de fer, on impose le béton armé, alors qu'en Europe, c'est le bois? Et que nous sommes en zone de forêt. Pourquoi? En zone équatoriale. Pourquoi, Jocelyn? L'intégration des intérêts. Je ne reviens pas, tout à l'heure, j'ai convoqué les rails qui ont été, les lignes hôtels, Mbalmayo, tout ça qui a été supprimé. Dans Ondé Bobelabo, où les rails ont été supprimés, on a démantelé les rails, on les a vendus, je passe dessus. Vous me dire, mon cher ami, pourquoi autant de M. Rémi Minko Ndjokomoyo, qu'on a qualifié de vaurien, de mauvais gestionnaire, nous avions 3 intercities. Douala Yaoundé, avec un rail à Ezeka Makak, Idéa. On avait 3. Vous me dites pourquoi? Pourquoi M. Bolloré, ce minimum ne peut pas être fait? C'est-à-dire que c'est quand même terrible, docteur Yann. Voilà une privatisation où les performances des concessionnaires sont en deçà. Bien sûr. Sont en deçà à tous les niveaux. Je dis bien à tous les niveaux. Sont en deçà de performances des mauvais gestionnaires. De l'État. Mauvais gestionnaires. Vous m'expliquez ça? 4e élément. Nous avons, à partir de 2001, il y avait des trains au Cameroun qui portaient des armes. Je parle à mon vision. Qui portaient les armes. On les appelait trains militaires. Les trains s'arrêtaient en Gaoundéré. Les armes là passaient où alors? Ça disparaissait dans le ciel. Bien des anges venaient porter les trains en Gaoundéré et amenaient ça au ciel. On disait que les armes là allaient au Tchad. Vous avez soufflé avec la voix Boko Haram, avec les gens surarmés. Tout ce que vous voyez autour, qui dérange le Cameroun là. Je parle à mon dos, si quelqu'un peut me démentir, il vient. Hein. Si c'est en train de calomnier, comme le porte-plainte. Les équipes inculquées dans le cadre des enquêtes du drame des EK, c'était 14 personnes, ont comparu libre. Déjà à l'époque, ils ont comparu libre. Oui. Sur la base de quoi? On soupçonne que M. Bolloré a versé 6 millions à vos amis des tribunaux. 6 millions ou 6 milliards? Non, 6 millions. Juste pour qu'on parle de ce livre. Ah, c'est un petit niveau là. Il y a une dame qui vit encore. Oui, allons-y. Elle a été la DG de tous les... Elle a été la secrétaire de tous les DG qui sont passés à Cameroun. La politique, je sais pas son nom. Elle vit. Tout ce qu'on dit là, cette femme a tous les éléments pour le dossier.
je ne veux pas prendre un autre État à faire la grimace parce que c'est un vieux singe, je suppose, n'est-ce pas? Donc cette dame la vie, on la connaît, elle est là. Elle est là. Et elle est liée à quelqu'un qui à époque était au cœur de l'organisation du déraillement qui a conduit au drame des écarts. Qui a voulu dire que c'était un truc prémédité. Ce monsieur était le coordonnateur des exploitations. Donc vous voyez que quand on dit tout ça, mon cher gosse, mon cher Gislain, vous voyez que ce n'est pas une affaire où les gens viennent gérer notre travail pour nous faire plaisir. Ce sont des... Vraiment, ils veulent développer le Cameroun, c'est comme ça. Vous avez une affaire, une entreprise politique de coup d'État qui vise à placer un pion à la tête de l'État. Pourquoi? Parce qu'on estime que... Tout à l'heure, vous a parlé de l'enjeu du Cameroun. Vous dites que depuis 2000 ans, depuis 2000 ans, les Romains sont venus ici, les gens sont venus ici vous dire qui vous êtes. On vous a dit que vous avez un truc qu'on appelle char de Dieu, que vous n'arrivez pas à interpréter, mais qu'ils ont compris ça. Ils disent que le char de Dieu, là, ce n'est pas n'importe quoi. Quand ils interprètent ça, ils comprennent que votre pays, c'est un pays à part dans le monde. Et ils sont venus ici. Oui. Alors, vous n'êtes pas en train de comprendre que depuis bientôt, depuis que les accords secrets de coopération sont périmés, depuis le cinquantenaire de notre indépendance, c'est périmé, mais vous ne comprenez pas l'enjeu qu'il y a dans notre pays. Il faut les renouveler. Au regard de l'extraordinaire richesse. Écoutez, il y a des indicateurs qui disent que le Cameroun risque d'être un scandale géologique plus que la RDC. Je vais effrayer les gens. Je vais vous effrayer. Je vais vous dire. Les indicateurs qui le disent. Donc, le docteur l'autre jour vous a dit que la dernière frontière de la croissance mondiale, c'est le golfe de Guinée. Nous on dit ça depuis au moins 2 ou 3 ans. L'autre jour, il a confirmé ça ici. Donc, il y a des gros enjeux pour le capitalisme international, mondial, mon cher. Il ne peut pas rater le Cameroun. Et M. Bolloré, donc, était dans une dynamique d'anticipation, mais il n'est que la face visible de l'iceberg à l'interne. Je termine avec l'indemnisation. Il faut montrer à quel niveau quelqu'un est criminel. Même les indemnisations de ce qu'on a tué à Iseka. Bon Dieu. M. Bolloré était juge, parti, oui, et garant de l'indemnisation. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire qu'il a tout fait, il a évacué tous des conglomérats d'avocats. Il y a des équipes d'avocats qui sont... Moi, j'en ai rencontré plusieurs. J'ai travaillé avec une équipe d'avocats. Moi, je peux vous donner leur nom, ils sont là. Le collectif d'avocats Frou, Wuken, Tougwa, qui agissait au nom de 160 blessés, 9 familles de décédés et 2 familles de disparus. Ces gars ont fait un travail extraordinaire. Mais on les a opposés le code de CIMA au lieu du code civil camerounais, qui privilégie une indemnisation intégrale. C'est fait qu'à la fin, M. Bolloré a versé, n'est-ce pas, a versé aux familles, globalement, moins de 10% de la valeur réelle de l'indemnisation qu'elle menait. Parce que c'est elle qui était, elle était juge. Bolloré était juge. C'est-à-dire c'est lui qui recevait les gens à Cambridge. Il évalue ton niveau de cynisme. Il dit que bon, ça vaut ceci. Par toutes sortes de trucs, tu n'as aucune assistance judiciaire. Tu ne sais même pas de quoi on parle. On t'éblouit avec les gros mots de médecins qui te racontent n'importe quoi. Et même les médecins qui te suivent. Les médecins qui sont là sont des salariés d'assureurs liés à Cambrai. Au Cameroun. Et sous la barbe et le nez, des ministères chargés de veiller à ça. Des ministères, dans ce pays, il y a un ministère de la justice. Tu dois suivre ça à l'époque. Ils sont là, ils regardent. Il dit, M. Bolloré, il tue les gens et il organise le deuil. On vous a compris. Attendez, il tue les gens, il organise le deuil, il achète le cercueil. Et à la fin, si ton cercueil a coûté 100 000, M. Bolloré, suite à mort, a reçu 1 million. C'est passé des indemnisations. Un triste souvenir d'ailleurs, président Badakani. Je vais me tourner vers Bertrand Tatina. Bertrand Tatina, finalement, vous parlez de ces ministres qui sont tapis dans l'ombre, qui font partie justement de ce gouvernement, qui avait justement des intérêts à ce que quelqu'un soit placé à la tête de l'État, un pion en tout cas de l'Occident soit placé à la tête de l'État. Le chef de l'État camerounais connaissait justement ces personnes. Je pense quand même qu'il a autour de lui des personnes qui savent ce qui se passe. Pourquoi n'a pas réagi plus tôt? Le chef de l'État, je vous ai expliqué qu'un chef de l'État n'agit que quand il a une certaine forme de soutien. Quand vous êtes tout seul. Un chef de l'État n'agit que quand il a en fait une certaine forme de soutien. C'est-à-dire que d'abord le soutien de son peuple, le sérieux en fait d'un certain nombre de cadres et même des partenaires stratégiques forts.
quand ces choses se passent, c'est-à-dire qu'à la fin des années 90, le Cameroun n'a pas la relation qu'elle a aujourd'hui avec un pays comme la Chine, avec un pays comme la Russie. Oui. On n'a même pas le rayonnement diplomatique qu'on a. C'est très compliqué. Je reviens d'abord tout première chose sur ce que M. Yam Timba a dit, qui est très intéressant. Le rail né au Cameroun en 1906. Première ligne, qu'on va appeler la ligne ouest, la ligne Bamileke-Douala-Nkonsamba. Première ligne du rail. Ça a été un sacrifice de vie. On partait, comment je vais dire, que des villages Sawabassa du littoral jusqu'à dans ce qu'on va appeler les villages Mbo. On va y laisser beaucoup de vie. Rien que pour ça, on n'aurait jamais dû privatiser. La troisième des choses, c'est qu'il faut comprendre les missions de privatisation en 3 phases. Au milieu des années 80, la quasi-totalité des États en Afrique ont, entre guillemets, une holding nationale, à l'image de la SNI. C'est-à-dire que des entreprises publiques, plus ou moins qui marchent bien, ça peut les amener, s'ils continuent comme ça, à voir véritablement arracher leur indépendance économique. Ça peut les amener, si véritablement ces holdings continuent à se développer, à poser les problématiques du franc CFA. La finance mondiale décide de détruire cette histoire. Cela va se passer en 3 phases. Première des phases, ce ne sont pas encore des États tout à fait qui ont ce que je veux dire des États industriels. Donc, ils ont construit ces holdings à partir de la vente de ce qu'on appelle les matières de rente. Il faut liquider les prix. Oui. En 84-85 arrive le premier véritable choc. C'est-à-dire de ce qu'on appelait nos matières premières. Quel pouvoir a eu le président Biya sur la vente, avant lui le président Aïdjo, sur la vente, comment je vais dire, la fève de cacao? Ils se contentaient de produire. C'est cette production-là qui va construire, entre guillemets, le rail et faire construire, entre guillemets, les routes. Et on va relativement, en quelque sorte, baisser le prix de cette histoire-là. Quand on va baisser le prix, on est à ce qu'on va appeler les premières phases dans ce qu'on va appeler le processus de privatisation. Je vais chuter pour vous dire pourquoi on en arrive là. C'est là où, au Cameroun, l'État commence à mettre sur pied ce que le président Banda Kani a dit, les premiers contrats de performance. Parce qu'il y a eu la résistance du président de la République. Oui. C'est à cette période qu'il dit qu'on ira pour FMI. C'est à cette période qu'il met les contrats de performance. C'est à cette période qu'on va créer la mission de réhabilitation des entreprises du secteur public et parapublic par le décret numéro 86-656 du 3 juin 1986. Quelle était la mission de cette histoire? Chargée de proposer au chef de l'État les mesures permettant l'éradication et la prévention des causes de difficultés des entreprises du secteur public et parapublic. Donc le président va résister. Il va dire que non, moi je peux réhabiliter mes entreprises. Et il va le mettre par décret. Le premier contrat de performance, première génération de Cameroun, le but est clair, c'est d'empêcher la privatisation. C'est ce que je dis. C'est-à-dire que vous êtes chargé de la prévention. C'est-à-dire que même les prochaines entreprises publiques, il faut mener une véritable réflexion pour qu'elles ne se retrouvent pas dans un certain nombre de difficultés. Et surtout d'apporter en quelque sorte des solutions et résoudre les problèmes des difficultés des entreprises du secteur public et parapublic. Première question. Qui a fait partie? Quelles sont les premières personnes qui ont fait partie de la mission de réhabilitation des entreprises du secteur public et parapublic? Vous avez certains qui ont le gros costume à Yaoundé. Ils sont là. Je ne donne pas les noms. Mais il va arriver un moment dans ce pays, on va donner les noms. Moi, je peux donner les noms. On va donner les noms. Ils sont là. Certains rêvent même d'être chefs d'État. Deuxième étape. On entre dans la seconde phase, années 90-95. Oui. Là où, au-delà de ça, on agite la rue. On est en plein dans les troubles sociaux. Le président tente de résister. Vous ne vous souvenez pas la situation dans laquelle le pays était? Il n'avait pas de ressort. Oui, il n'avait même plus, entre guillemets, de gros pouvoir. C'est là où on n'émet plus la première fois l'idée de la privatisation. C'est-à-dire qu'elle apparaît pour la première fois, en quelque sorte, dans ce qu'on va appeler l'ordonnance numéro 90-004 du 22 juin 90, relative à la privatisation des entreprises publiques et parapubliques. Ce texte est complété par le décret 90-1257 du 30 août 1990. Dernière phase, année 90-2000. C'est là où la France vous explique que vous n'avez plus d'aide bilatérale si vous ne négociez les contrats avec le Fonds monétaire international. Tous les partenaires bilatéraux du Cameroun, la Grande-Bretagne, la France, les États-Unis, demandent au Cameroun que ici,
vous n'avez plus un soutien sur rien du tout. C'est-à-dire qu'on a baissé les prix de nos matières premières, on finance la rue, on agite la rue, le président n'a plus aucun ressort sur lequel il peut s'appuyer. Vous avez un déficit budgétaire terrible, on paralyse véritablement votre activité économique et en même temps, on vous explique que les accords de coopération monétaire que De Gaulle a signés, nous ne respectons même plus ça. Allez plutôt signer maintenant un nouveau contrat avec le Fonds monétaire et la Banque mondiale. Et c'est là où on va créer, donc en 1995, le comité interministériel. Et on va créer la commission technique de privatisation et de liquidation, où toute la crapulerie va se passer. Quels sont les gens qui étaient membres de la commission technique de privatisation et de liquidation? Ils ont les gros costumes à Yaoundé. Il y a même un, oui, donne son nom. Aminou, il est là, il parade. Regardez mon gant blanc, je suis blanc comme neige. On n'accepte plus ça. Voilà les gens qui vont liquider cette histoire. Je vous donne quelques chiffres. Vous savez, j'ai passé toute ma vie à calculer dans l'infiniment petit, la physique atomique. Restructuration des entreprises. Passagers. Quand la régie Fercam est liquidée, en 97-98, la régie Fercam transporte 1,3 million de passagers. Je voulais te rappeler ça. Alors compare avec les chiffres que tout à l'heure il t'a donné. Oui. Compare les chiffres que tu as donné. La régie Fercam transporte 1,8 million de tonnes de marchandises. C'est-à-dire qu'au moment où on explique au chef de l'État que c'est de la pourriture, liquide son franc symbolique. Aujourd'hui, nous sommes à 1,65. Allons-y. Bolloré, lui, 4 ans après la privatisation, oui, 4 ans après la privatisation, ayant reçu 10 000 francs chaque fois qu'il fait 1 000 francs de recettes guichet, 400 000 francs chaque fois qu'il fait 58 000 francs de guichet, Bolloré est à 1,2 million de transports passagers. La régie Fercam était à 1,3 million. Rien n'a changé. Du tout. Le transport marchandises, la régie Fercam était à 1,8 million de tonnes. Bolloré est à 2 millions de tonnes. Il faut que les gens écoutent ça. Hein? Voilà. 4 ans après avoir absorbé 24 milliards, après avoir absorbé le financement du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, garanti par l'État du Cameroun pour, soi-disant, la remise en état de l'outil de production. Voilà. Les chiffres sont là, il n'y a rien du tout. Sauf qu'en termes de chiffre d'affaires, la régie Fercam faisait 30 milliards. Vous privatisez une entreprise qui fait 30 milliards. Il faut rappeler qu'en 1985, la route Douala-Yaoundé prendre service et les goudronner. Le rail de la régie Fercam est concurrencé maintenant par la route. C'est-à-dire qu'on fait 4 heures pour aller à Yaoundé. Les Camerounais sont très contents. Donc, il y a ce problème-là. En dépit du fait qu'on transporte 1,2 milliard de passagers. On est à 30 milliards de chiffre d'affaires. Bolloré, lui, 4 ans après, est à 44 milliards. Pourquoi? Parce qu'il va liquider même le secteur passager, il va se concentrer uniquement sur le secteur marchandise et le pipeline. Voilà le pipeline qui va gonfler en quelque sorte ces affaires. Vous voyez donc, est-ce qu'il y avait obligation à privatiser la régie Fercam? Pas du tout. Qui amène la privatisation de la régie Fercam? Voilà effectivement ce qu'il faut dire dans cette affaire. Et on regarde en fait les effectifs. Quand on privatise, la régie Fercam est à 3400 employés en quelque sorte. Bolloré, lui, il est à 2600. Sauf que c'est 2600. Il y a au moins ce 1500 vigiles. 1500 vigiles. Des manœuvres. Des gens qui viennent se coucher pour essuyer, comment je vais dire que les ménagères, il n'y a plus de cadres. Il a chassé tous les cadres. Il a liquidé ce que la régie Fercam avait véritablement de précieux, le savoir-faire. Ça s'appelle l'optimisation de la ressource humaine. Ah voilà. Le mot. Merci beaucoup. Et je chute par un chiffre. Allons-y rapidement parce que on a encore 2 prises de parole de ce côté. Je chute par un chiffre très important. Oui. La Banque mondiale va faire un constat et va expliquer que les États africains, c'est-à-dire qu'entre les années 85-90, ne vont pas suffisamment aller à la privatisation. On va actionner cette pression sur les États africains pour liquider en quelque sorte les entreprises publiques. Que va-t-il se passer? Vous allez avoir 2700 transactions de privatisation conclues à la fin des années 96 et une centaine de plus. C'est-à-dire qu'on va reprendre tout le patrimoine de l'Afrique francophone par le soutien du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et des États, appuyés par des États comme Washington, Londres et Paris, qui vont expliquer qu'à tous les États, en quelque sorte, du précaré français, qu'il n'y a plus d'aide en rien du tout, conditionné en quelque sorte par un contrat avec le Fonds monétaire. Et le contrat avec le Fonds monétaire était de valider ces transactions.
donné à un franc symbolique 2700 des plus grandes entreprises en quelque sorte et d'entreprises stratégiques en quelque sorte de la zone. 2700 entreprises de la zone francophone qui vont justement voilà. tomber en désuétude et surtout voulez disparaître que nous, entièrement et si totalement. nous arrivons aux affaires, on laisse faire ça. Merci beaucoup, on va Bertrand Tachida, pour tous ces chiffres. Je vais me tourner vers Dr Yam. Dr Yam, finalement, qu'est-ce qu'on fait maintenant quand on est au courant de tout ce qui s'est fait depuis la privatisation de la Camrail, enfin, de la régie Farcam, qui rapportait d'ailleurs beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, puisqu'il ne manque plus que 16 minutes pour sortir de cette édition? Je vais dire la même chose que je dis toujours. Notre culture nous interdit la rancœur et la rancune. Donc, tout ce qui a été dit là et tout ce qui a été fait là, quand même pour des besoins d'une autre exigence de notre culture, la palabre, il faudra que ce soit mis sur la place publique un jour ou l'autre. Bien sûr. Bien sûr. Ce pays, bien sûr, M. Tiba. En particulier, ce continent, en général, ont besoin de se réconcilier avec eux-mêmes. Et ce genre de choses doit être mis sur la table. Je reviens, et c'était ma conclusion que j'avais prévue, je reviens sur quelque chose d'extrêmement important, qui est de la prospective. Maintenant que nous savons ce qui s'est passé, et nous savons quelles sont les conséquences. Les conséquences. Oui. Il est encore là, il veut qu'on prenne la concession. Mais oui, vous avez déjà vu. Il négocie l'avenant numéro 2. Vous avez déjà vu un voleur. Vous avez déjà vu un voleur demander que la police soit en route pour l'arrêter. Soit en route. Bon, nous on va demander tout à l'heure. Non, on va pas demander, on va faire la police. On va faire la police. On est d'accord. N'oubliez pas, chaque citoyen, c'est constitutionnel. Chaque citoyen a un devoir de police. Bien sûr. Nous avons tendance à l'oublier, mais chacun d'entre nous a un devoir de police. C'est clair. La Chine s'est développée en 3 paliers. C'est d'ailleurs le modèle le plus abouti de développement que les Africains, de façon non théorisée à l'époque, avaient. Et c'est pour ça que je suis content quand Bertrand Tachida parle des holdings publics, parle du fait qu'on ait construit le rail sur l'agriculture. Voici comment la Chine s'est développée. L'agriculture, parce que quand vous avez des gens qui mangent, les enfants peuvent bien étudier, les parents ont la force d'aller au travail et il est possible d'exiger un minimum de discipline. Agriculture, d'abord. Lorsque vous assurez l'agriculture, donc la disponibilité de la nourriture, qui est le besoin ou si vous voulez, la demande fondamentale, vous arrivez à l'industrie, stockage, transformation. Mais que faisaient nos États à la fin des années 70, début des années 80? Nos États, après le premier choc pétrolier en 73, consolidés par le deuxième choc pétrolier en 78, disposaient de ressources qui leur ont permis de commencer à stocker et à transformer. Sauf que lorsqu'un pays assure son autosuffisance alimentaire, et vous savez que le Cameroun, à la fin des années 70, début des années 80, nous avions l'autosuffisance alimentaire. Oui. C'est le premier élément de la sécurité nationale. Le premier élément de sécurité nationale, ce n'est pas les armes. Bien sûr. Ce n'est pas les armes, ce n'est pas les militaires. C'est d'abord le ventre plein. Ah, vous comprenez, messieurs. C'est le premier élément de la sécurité nationale et de toute stratégie politique. Le ventre plein. Oui. À la fin des années 70, début des années 80, le Cameroun avait ça. C'est ça qui a permis qu'on commence donc à passer au stockage, transformation. C'est les éléments les plus simples de l'industrie. Vous stockez, vous transformez. C'est à partir de ce moment-là qu'on pensait déjà comment on va faire pour, vous vous souvenez, transformer la tomate, avoir des abattoirs pour le poulet, pour les abattoirs qui ont été construits là, pour les bœufs, le riz, etc. Et on commençait déjà à cette époque à produire énormément de riz à Sanzo, à Yaguaïdop et tout ça. Et donc, on entrait dans l'industrie. Mais vous vous souvenez de la parole de Helmut Kohl. Ne jamais laisser les Africains s'industrialiser après l'erreur que l'Occident avait faite en Chine. Nous sommes dans les années 80. Il faut qu'on se rappelle toujours de l'histoire. C'est ça. Quels sont les métiers qui soutiennent un élan industriel? Vous avez le rail, parce que ça transporte à moindre coût, parce que ça permet de collecter la matière première, parce que la première industrie que l'on mettra en place est forcément agroalimentaire. Ça permet de transformer, collecter la matière première un peu partout à moindre coût. Tout à fait. Vous avez le port, qui va générer donc les ressources, tout comme le rail, qui vont permettre de financer cette industrialisation également, d'autant en soutenant l'agriculture parce qu'on peut exporter. Et vous aurez
tout naturellement les besoins en énergie pour les petites usines qu'il va falloir installer. Vous vous rendez compte que c'est les 3 secteurs dont je vous ai parlé quand je vous ai dit pourquoi le président a été obligé à l'époque de privatiser. Et je vous ai dit c'était les 3 secteurs. Et vous voyez très bien leur importance dans l'économie nationale. Comment ces secteurs portent toute l'économie. Et lorsque vous avez des gens qui peuvent manger, qui peuvent étudier, c'est pour ça que vous allez avoir donc des gens qui sont capables d'acheter des biens et services. Et la troisième étape, c'est les services. Qu'est-ce qui va se passer avec ces privatisations? Qu'est-ce qui va se passer avec ce que nous avons? On va l'agriculture. Tatinda a parlé de la chute. Entre Hôtel et Mbalmayo, justement. On va casser tout cela. Or, nous tous, nous nous souvenons. Mongo Betty, son livre. Non, avant Membas, Ville Cruelle. Nous sommes en 54. Tanga Nord, Tanga Sud. Qu'est-ce qui est intéressant pour nous qui sommes sur ce plateau dans Ville Cruelle? Le plus intéressant pour nous, c'est le cacao. Bien sûr. C'est le cacao dont il parle dans Ville Cruelle. C'est ça qui est le plus important pour nous. Comment c'est produit à la force des bras. C'est ça qui nous démontre que nous avions une capacité de production. Et que nous avions donc une certaine projection. À l'époque, on produisait tellement que les exportateurs, d'ailleurs européens, étaient obligés de brider nos capacités de production, de nous voler sur cette production-là pour s'assurer. Dans Ville Cruelle, ça restait un fait isolé ou juste des bandits. Mais c'était une stratégie à grande échelle pour brider la capacité des Africains. Parce que le mauvais cacao qu'on brûlait, pourquoi le brûlait-on? Pourquoi on ne le stockait pas? Je viens de vous dire que le deuxième palier de développement, c'est le stockage et la transformation. Pourquoi on ne le stockait pas? Pourquoi on le brûlait? Parce que c'est ça qui sapait, qui empêchait de passer au deuxième palier, qui est donc l'industrialisation, qui se passe par le stockage et la transformation. Donc, vous avez ces secteurs-là qui vont donc venir. Mais qu'est-ce qui se passe dans les années 90 ici chez nous? Nous sommes obligés de tuer nos outils de production. La vérité est que, d'abord, on s'assure pour ce qui est spécifiquement du rail que vous n'ayez pas les mêmes normes, vous, les différents pays limitrophes. Si vous avez les mêmes normes, vous circulez plus facilement de N'Djamena à Pointe-Noire, de Bangui à Bamenda. Donc, cela ne se fait pas. Alors, vous retrouvez dans une situation où on va vous dire, commencez par le 3e palier qui est l'économie de service. Essentiellement, observez notre structure économique aujourd'hui. Tout le monde est dans le service. On pousse les gens dans le service. Mais le service est adossé sur quelque chose. Pour faire du secrétariat informatique, vous avez besoin d'un outil informatique, non? Vous le fabriquez comment? Il faut le produire. Or, on ne veut pas que vous le produisiez. On ne veut pas que vous le produisiez. On veut que vous l'importiez. Et donc, on va casser toute cette dynamique pour que des entreprises comme Camrail, qui étaient des moteurs de développement, Régie Fercam, je répète ça plusieurs fois, qui étaient censés porter dans notre développement, on va les casser pour les ramener aux années 40. Dans les années 40, ça fonctionnait comment le rail chez nous? Ça collecte, ça amène au port et puis on exporte. Et vous avez remarqué que c'est ce que notre port est venu. Nous sommes redevenus une économie coloniale. Oui. Tout simplement, une économie de collecte. Mais les gens vont quand même accuser nos parents d'avoir vécu longtemps de cueillette et de collecte. Alors que c'est eux qui organisent la collecte chez nous. C'est le grand paradoxe. Donc, en fait, lorsque nous avons compris ce qui se passe, vous comprenez que la seule conclusion sur la base de tout ce qui a été dit, de comment ce complot a été organisé, mais sur la base des conséquences et sur la base de la totale méprise sur comment on gère une économie nationale, eh bien vous comprenez que nous ne pouvons parvenir qu'à 2 ou 3 conclusions simples. La première chose, nationaliser. Nous savons comment on gère ce genre de choses. Nationaliser. Alors que jusqu'à preuve de contraire, Bolloré veut également renouveler il n'a qu'à le contrat de tout ce qu'il veut. S'il veut continuer à gérer du rail, il va gérer le rail. Il manque encore 9 années avant de terminer le contrat. Et alors, vous êtes sûr que si nous mettons sur la table tous les manquements qui sont là, il peut encore avoir 1 heure à gérer encore cette concession? S'il veut gérer même avec la complicité qu'il a à Itoudi et partout. Vous pensez que ces complicités sont plus importantes que les 40 millions de Camerounais? S'il veut gérer du rail, il va gérer le rail dans sa Bretagne natale. Nous n'avons plus besoin que les secteurs stratégiques de notre pays soient aux mains des étrangers. Parce qu'il n'y a aucun pays dans le monde, je vous mets au défi, citez-moi un seul pays dans le monde qui s'est
développé, Ça n'existe pas. alors que son rail et ses ports étaient n'existe entre les pas. mains des étrangers. Ça n'existe pas. Citez-moi un seul pays dans le monde qui s'est développé alors que son secteur énergétique était aux mains des étrangers. Ça n'existe pas. Citez-moi un seul pays au monde qui a pu se développer alors que le transport aérien était aux mains des étrangers. Citez-moi un seul pays dans le monde qui s'est développé, qui a donné de l'eau à boire aux gens quand l'eau était entre les mains des étrangers. Je crois qu'aujourd'hui, Oui. le chef de l'État est moins seul Ouais. que dans les années Tout à 90. fait, dans les années 90. Et je pense Le contexte a changé. qu'il ne Énormément. mesure même pas souvent lui-même le soutien dont il a dans ce pays. Ce n'est pas lui, l'individu qui est soutenu, Oui. mais c'est l'institution qui l'incarne. Et surtout le Et pays. cette institution-là, Oui. qui s'appelle la présidence de la République, contrairement à ce que les gens veulent laisser croire, a le soutien de tous les Camerounais, en tout cas de la grande majorité des Camerounais, qui se lèvent tous les jours à 5 h du matin et qui se couchent tous les soirs à 23 h. À 4 heures du matin. Ces gens-là, Merci. ces gens-là soutiennent leur présidence de la République et ces gens-là demandent quand même que ce qui nous a demandé des siècles de transpiration, des siècles de sang, de sueur, revienne à notre pays et contribue à construire notre pays, parce qu'il est aujourd'hui clair qu'avec, vous savez que Rapidement. vous savez plus que, 5 minutes, 6 minutes. traditionnellement, nous maîtrisons la technique du fer, de fabrication du fer et de l'acier. Ça existe depuis belle lurette. Et pour quelle raison nous pouvons maîtriser ce genre de choses et nous ne sommes pas capables de fabriquer des rails? Pour quelle raison est-ce que vous croyez que les boulons, quand vous prenez une locomotive, 35 à 40% des pièces, ce sont des boulons et des vis? Vous avez le sentiment que dans ce pays, nos gars qui ont les CAP et qui ont les probatoires F1 et les bacs F1 ne savent pas fabriquer ça. Ils savent le faire. Merci. Donc, il est important que aujourd'hui, ce qu'on a à faire est simple. Se résume en une seule phrase, en un seul mot. Nationaliser. Nationaliser. Vous également, vous êtes d'accord avec toi, Albert Anatolaï, si nous sortons justement de cette édition, oui, c'est vous qui avez le mot de fin. J'aurais voulu inviter d'ailleurs un fils de cheminot d'ailleurs sur ce plateau, qui est Eric Pépin Je Mikaï. voudrais convoquer l'article 2 de la Convention de Oui. concession qui indique clairement que le concessionnaire, entre parenthèses Camrail, a pour mission d'exploiter le transport, non, les services de transport ferroviaire, pour le transport de marchandises et voyageurs, l'exploitation, l'aménagement, la maintenance Tout à fait. et le renouvellement des infrastructures ferroviaires. Est-ce que Tout cela a été Camrail fait. a respecté ce cahier de charge? Zéro. À regarder tout ce qu'on a dit ce matin. Maintenant, Et il où l'a pas était fait. Mobirail? Mobirail dormait. Hein? Maintenant, je vais aller de questionnement en question pour répondre à la fin. À qui appartiennent les wagons citernes qui transportent les produits d'hydrocarbures? Officiellement, c'est Demba et Fils qui est une structure fantôme qui appartiendrait à un Sud-Africain. Allez sur Internet, vous tapez Demba et Fils, ça vous renvoie à quelque chose. Pourquoi est-ce que le professeur Lesine Seba Misili, l'ex-directeur des transports ferroviaires, a-t-il démissionné après la catastrophe des Zeka? Il est actuellement le conseiller technique numéro 2 au port autonome de Kribi. Pourquoi est-ce qu'il a-t-il démissionné? Troisième question. Maintenant, dernière question. Et pour chuter. Wow. Pourquoi est-ce que l'État qui est actionnaire à Camrail ne peut pas réhabiliter le centre de formation au métier du rail qui a été démantelé par Camrail? Parce qu'il faut quand même dire que les cheminots, c'est toute une génération. Hein? Bon, ça veut dire qu'après Bolloré, on n'a plus le métier des rails Dans ce pays. dans ce pays. Maintenant, je suis en disant que je suis d'accord absolument qu'il faut nationaliser. Le rail, c'est un outil de souveraineté. C'est l'outil de souveraineté. Et puis, deuxième chose, il faudrait, si, comme ils sont encore dans la perspective de donner encore une rallonge à Bolloré, je pense qu'il faut créer à côté de... Il réclame justement cette rallonge. Ah oui, seulement, il faut donc créer à côté de Camrail une autre société qui va gérer, qui va la gestion, n'est-ce pas, du portefeuille voyageur. Merci beaucoup, Albert Anatolaï. Ici, le président Badakani veut dire un mot. J'espère qu'il sera en quelques secondes parce que le temps est imparti. Vous entendez le générique Le président, qui sonne. le président, quand il a publié le rapport des conclusions Oui. de la commission d'enquête liée à la catastrophe des ECA, n'est-ce pas, le 23 mai 2017, il avait dit qu'il va tirer toutes les conséquences. Il a commencé avec le port autonome, Autonome de Douala. tirer les conséquences.
il faut chasser Bolloré. Vous savez pourquoi le président a rendu hommage à Sami Amin quand il est mort? Le président a rendu hommage à Sami Amin quand il est mort. Ah oui. Nous parlons du président Paul Biya, que les gens... Vous savez pourquoi? C'est juste ça va vous dire quelles sont les références du président. Sami Amin est connu comme le grand théoricien de l'économie qui a théorisé les rapports de périphérie et de centre, mais qui a démontré comment il faut régler ça par la déconnexion. Quand il meurt et que le président le rend hommage, ça veut dire ce que ça veut dire, mon cher ami. Donc nous, on pense que il faut chasser Bolloré pour la sécurité de ce pays. Il faut chasser Bolloré si le président veut laisser un héritage à son peuple. Merci. Il faut chasser Bolloré pour que le président respire, pour que l'administration camerounaise respire. Et que ça, parce qu'en le chassant, on va démanteler les barons, l'État dans l'État, qui empêche le président de travailler et qui bloque tous les Camerounais, n'est-ce pas, qui veulent apporter des choses positives à ce pays. Merci beaucoup, président Badakani. Pourquoi les privatisations n'ont pas intégré l'épargne nationale de Camerounais? Il existait la poste nationale où les Camerounais avaient un certain nombre d'épargne. Deuxième chose, pourquoi est-ce que les privatisations ont plutôt encouragé un monopole privé alors que le Fonds monétaire international nous a dit que les monopoles terminés, mais on va plutôt encourager les gens privés. Merci beaucoup, Bertrand Tassé d'Advaïta. On reviendra dessus, c'est pas fini, c'est la part 1 de l'émission. On va en commander une deuxième. On revient. J'espère qu'il nous promettra. On ne peut pas laisser ça. Solennellement, je le dis à votre vision. Nous avons des informations que Paris envoie des courriers au premier ministre. D'autant plus que, merci beaucoup, messieurs, nous avons aujourd'hui. Ça va libérer les énergies de tous ces gars qui n'arrivent pas à Camraï à réfléchir sur le développement du secteur. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été là ce matin. Je sais que vous avez pas mal de choses à dire, mais le temps nous est imparti. Le débat, c'est parfois 1 heure de temps. Nous avons pris 1h30. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de DBS Matin. Au plaisir de vous retrouver lundi prochain. Restez sur notre chaîne, l'information y est en continu. Bonne journée à toutes et à tous. Et à lundi, s'il plaît à Dieu, et surtout, bonne fête de l'Aïd El-Kébir. Bon week-end à toutes et à tous.